vous tous, bienvenue sur InMedia, HYM.media, Laurent Fent avec vous pour une nouvelle émission Quantique Planète. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps, de surcroît avec un invité que je sais vous appréciez beaucoup puisqu'il a eu l'occasion de passer à de nombreuses reprises pour présenter ses ouvrages au sein de ce média. J'ai nommé Denis Marquet. Denis, bonjour à vous. Bonjour Laurent. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission pour un nouvel ouvrage. Ah, ça manquait depuis le dernier, Aimer à l'infini. Oui. Donc là, on quitte totalement, on va dire, en apparence du moins, la sphère du domaine spirituel, la philosophie du Christ, même si on va la retrouver d'une manière sous-jacente à travers ce que vous présentez dans ce nouvel ouvrage, qui est en fait un ensemble de nouvelles, intitulé « Dernière nouvelle de Babylone ». Donc de Denis Marquet aux éditions Aluna. Donc les internautes peuvent voir la couverture de ce livre. Alors j'ai été étonné parce que quand je cherchais mais qui a fait cette belle couverture, je vois couverture de Denis Marquet. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite ? Oui. Je ne me serais pas permis de la signer. Non mais j'ai été étonné. Donc c'est quoi ? C'est une peinture ? C'est la Non, quoi en fait c'est fait avec des outils informatiques. Et Photoshop ? C'est une photo. Non, c'est des applications. D'accord. Et en fait, j'ai pris une photo au départ, et puis je l'ai retouchée, travaillée, tout ça, et puis ça a donné ça. Voilà. Et ça me paraît être un bon symbole de ce que je raconte dans le livre, puisque c'est le titre de cette image, c'est l'homme en quête du souffle. Et c'est un homme qui est asphyxié, mais en même temps qui aspire, si on peut dire, justement au souffle divin. Et c'est un symbole qui me semblait adéquat avec l'idée de Babylone, qui est une civilisation où on étouffe. Hein. C'est la Babylone de l'Apocalypse, on va revenir sur ce thème. Et c'est un monde où on étouffe de plus en plus parce qu'on a perdu la connexion avec la source. Alors, effectivement, Nouvelles de Babylone, aux éditions Aluna, on aurait pu croire que vous auriez peut-être délivré cet ouvrage dans une autre maison d'édition, exemple Flammarion, puisque les derniers étaient chez eux. En l'occurrence, vous connaissez Jean-Pierre Chometon, des éditions Aluna. Est-ce que ça a été une demande de sa part, une demande de la vôtre ? Comment s'est fait, on va dire, le partenariat avec les éditions Aluna ? Pourquoi eux ? Parce que Jean-Pierre est un ami, que ce livre me tenait à cœur et j'avais envie aussi de le réaliser avec Jean-Pierre. Bon, on est très proches, c'est une petite maison d'édition. Ça m'a permis justement de participer un petit peu plus à l'élaboration de l'objet, notamment la couverture. Et donc, à l'arrivée, il y a un livre auquel j'ai participé peut-être d'une manière un peu plus grande que quand c'est dans une grande maison d'édition où ils ont des services qui s'occupent de tout et où l'auteur est un petit peu mis de côté. En l'occurrence, c'est un livre qui, j'allais dire fort à propos, tout est dans le titre, Dernière nouvelle de Babylone. On pourrait dire, si c'est les dernières nouvelles, c'est-à-dire que c'est la fin de Babylone, ou est-ce que c'est les dernières informations en direct de Babylone. En l'occurrence, c'est des nouvelles qui sont en lien avec des sujets philosophiques, d'actualité, puisqu'on on peut rappeler d'ailleurs pour les auditeurs que vous êtes à la base philosophe, vous êtes aussi thérapeute, vous accompagnez, notamment avec la philosophie du Christ. On renvoie les internautes directement aux différentes émissions qu'on a pu faire ensemble. Ça sera plus simple pour voir, on va dire, l'esprit. Mais cet esprit-là, on le retrouve effectivement dans ces nouvelles. Donc, c'est un exercice de style qui, pour ceux qui peut-être vous connaissent uniquement à travers le filtre de la philosophie du Christ, qui peut étonner de pouvoir aborder ces sujets ou ces thèmes à travers des nouvelles de surcroît. Donc c'est même pas un roman. Donc comment vous est venue, on va dire, l'envie de peut-être d'écrire votre prochain ouvrage qui s'est résumé à être celui-ci ? Pourquoi ce format-là ? Est-ce que c'est des nouvelles qui sont venues progressivement se greffer ? Pourquoi pas faire un roman ? Enfin, comment c'est la genèse de cet ouvrage ? Déjà, les lecteurs qui me connaissent par mon premier roman Colère ne seront pas étonnés de lire ce nouvel essai de fiction de ma part. En fait, j'ai commencé par la fiction
Et je me suis mis aux essais, enfin à la spiritualité ou à la philosophie un petit peu plus tard. Et en fait, dans mon premier roman, Colère, je lançais aussi des coups de sonde assez approfondis dans les ombres humaines. Et c'est ce que je fais dans ce livre. C'est-à-dire, sous la forme de courtes nouvelles, je vais chercher les ombres contemporaines, sachant que Babylone, c'est la cité de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation, étymologiquement, c'est ce que signifie ce mot, et c'est la révélation avant tout de ce qui était caché. Et ce qui était caché était dans l'ombre. Donc le premier mouvement de l'Apocalypse, c'est la révélation des ombres. C'est quelque chose qui est collectif et c'est quelque chose qui est aussi individuel. On vit un temps où, au niveau du cheminement personnel, il est absolument essentiel d'aller regarder les ombres à l'intérieur de soi et de leur permettre d'émerger à la lumière. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce qui était dans l'ombre, c'est quelque chose qui peut sembler effrayant, c'est des énergies chaotiques qui peuvent être destructrices, violentes, et on porte tous ça en nous. Mais à partir du moment où elles émergent à la lumière, elles peuvent devenir des choses magnifiques. Une énergie qui est mise au service du divin et à ce moment-là qui permet des actions d'une grande fécondité. J'entends que le roman Colère, qui a été un best-seller, on va dire, vient rappeler ces différentes nouvelles qu'on trouve dans cet ouvrage. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi écrire sous forme de nouvelles, parce que c'est des histoires, je ne sais pas combien il y en a en fait, je ne sais pas compter, mais qui sont pour certaines très très courtes, un petit peu comme les yaku japonais, une phrase à peine, histoire de réfléchir ou de frapper la conscience du lecteur. Et puis des petites histoires, je sais pas, qui font peut-être 2, 3 pages, 4 pages peut-être de temps en temps, et qui sont délicieuses, on y reviendra après, mais qui restent des nouvelles. Donc pourquoi ce format-là et pourquoi pas un roman ? Alors le roman doit avoir une unité forcément. Les nouvelles, l'intérêt c'est que je peux explorer des tas de thèmes différents. Et aujourd'hui, on vit une révélation des ombres humaines et ça se manifeste de plein de manières qui n'ont pas forcément de rapport explicite entre elles. Le seul rapport finalement c'est que c'est des ombres qui émergent. Et du coup le côté sombre de l'humain et l'émergence de ce côté sombre en direction de la lumière, parce que le recueil va quand même vers la lumière, eh bien je voulais le faire à travers des tas de thématiques qui me semblent être vraiment des thématiques actuelles, des thématiques contemporaines. Et ce faisant, forcément, j'ai été creusé dans mes propres ombres aussi. C'est-à-dire que j'ai été chercher des choses que je porte en moi, des ombres qui sont, je l'espère, à peu près surmontées, mais pas forcément d'ailleurs. Ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance, parce que le souffle divin peut nous traverser, même si on garde encore des aspects sombres. Donc... mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait en allant chercher mes propres ombres, en observant le monde contemporain, mes résonances avec ce monde contemporain. Et pour ça, il fallait qu'il y ait différentes thématiques distinctes. Dans un roman, on est obligé d'avoir quand même une certaine unité thématique. Donc c'est quelque chose qui part un petit peu dans plein de directions, mais il y a une unité profonde, et l'unité profonde est résumée par le mot Babylone. Alors, je dois dire que la lecture de ce livre, je n'ai pas lu Colère, donc certainement à tort. En l'occurrence, j'ai lu ce livre. J'ai été agréablement surpris que vous puissiez mettre en lumière ces fameuses ombres, mais avec une dérision. Enfin, alors, je ne sais pas. Bon, on retrouve déjà votre patte, l'écriture, qui est vraiment délicieuse. C'est vraiment un nectar, parce que comment parler de choses qui sont contemporaines, on y voit un petit peu des fois de la prospective de ce que pourrait être un avenir. On va le voir à un moment donné dans une histoire de ce que sera peut-être demain, je ne le souhaite pas, l'enfantement assisté. Enfin bref. Et on voit la manière, en tant qu'auteur, que vous avez d'écrire et de manier les mots, c'est jouissif, c'est délicieux. On rit tout du long parce que de mettre ces ombres en lumière, on voit forcément ce qui apparaît dans le monde et on peut en voir la caricature et puis aussi de ce qui nous habite, bien évidemment, en effet miroir. Et c'est... tout au long du film, je sais pas, j'avais le sentiment de dire, mais bon, finalement, on aurait pu avoir des pièces de théâtre.
Et c'est quelque chose qui pourrait être, je pense, mis en scène. Alors je ne sais pas si vous y avez peut-être pensé au moment où vous avez écrit, parce que généralement, la plupart, c'est en vase clos. Donc, est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui pourrait être retransmis ou retranscrit peut-être au théâtre? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez peut-être fait des démarches dans ce sens-là? Non, pas pour l'instant, mais effectivement, il y a quelques nouvelles. Elles sont pas toutes, elles sont courtes au sens où elles dépassent pas 25 pages. La plus longue fait 25 pages, je crois. Et il y en a certaines qui sont dialoguées, donc elles pourraient effectivement, éventuellement, être mises en scène. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'il y ait une action très, très claire, que le lecteur soit pris dans l'intrigue et qu'il y ait des dialogues vivants et puissants. Parce que ce qui compte, hein, moi je suis assez fan de la maxime classique, plaire, émouvoir, enseigner. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire il faut que ça fasse plaisir en premier, il faut que ça aille chercher des ressentis. Et puis ensuite, derrière, il peut y avoir un enseignement au sens humble d'une thématique, d'une proposition thématique, et surtout de faire se poser des questions. Parce que, en tant que philosophe, pour moi, le véritable enseignement, c'est quand on permet à l'autre de se poser des questions qui ne se posaient pas forcément auparavant. Donc, effectivement, l'aspect mise en scène, en tout cas, moi, je les ai construites, ces nouvelles, de telle sorte que, enfin, en mettant dans le point de vue du lecteur et de telle sorte qu'il puisse être au spectacle un petit peu. Donc, effectivement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre que ça peut faire penser au théâtre ou même au cinéma. Alors pour la petite information, pour les internautes, sachez quand même que j'ai lu ce livre 2 fois. La première, pour voir si j'appréciais le livre, parce que de prime abord, je vous connais surtout à travers justement le Testament du Roc et la philosophie du Christ. Donc je découvrais cette part de vous que vous avez eu l'occasion de mettre dans Colère, mais je la connaissais pas. Donc je dis, est-ce que ça va être un peu à la hauteur de ce que je pourrais potentiellement en attendre? Parce que le Testament du Roc, ce qui est un roman, on voit la patte de l'auteur que vous êtes, qui est admirable. Maintenant, quand on aborde Babylone avec le côté contemporain, on va se dire, bon, et en même temps, vous pouvez utiliser un langage qui peut être cru, enfin, c'est à l'aune de notre modernité avec tous les excès qu'il y a. Et franchement, c'est jouissif. C'est jouissif. Donc, je l'ai lu 2 fois, tout ça pour vous dire quoi? Que je l'ai lu une première, où je me suis bien marré, et puis j'ai dû reprendre le livre, la lecture une 2e fois pour prendre mes notes, et je rigolais encore une fois en prise de notes. Donc, voilà, une valeur sûre, si vous voulez passer un bon moment à rigoler, de voir le monde et sa déliquescence du ridicule de la chose de Babylone, de cet effondrement, de ces révélations, de cet apocalypse qui a lieu, et puis de voir en effet miroir, en parallèle, ce qui nous habite et de voir le ridicule de cet ego qui tient à s'accrocher à sa propre existence. En tout cas, du fait de croire qu'il existe. Alors, on commence avec... alors ça ne va pas être forcément évident, parce que là, il s'agit pour nous de donner envie auprès des internautes et en même temps de ne pas raconter, j'allais dire, la finalité des histoires, mais d'en dire un petit peu, en tout cas suffisamment pour leur donner envie, des petits biscuits. Donc on va faire un petit peu de lecture pour des petits passages qui sont vraiment savoureux. On va aborder les thèmes principaux des différentes nouvelles. Et puis on va surfer comme ça sur qu'est-ce que nous disent ces nouvelles de Babylone. C'est important de ne pas les spoiler dans la mesure où beaucoup des nouvelles, pas celles qui sont très courtes, mais beaucoup de nouvelles reposent sur une chute. Une intrigue, bah oui. Sur une intrigue et une chute un petit peu surprenante. Ouais. C'est un petit peu à la manière de Poe, qui est le maître de l'art de nouvelle et qui l'a théorisé. C'est-à-dire que la nouvelle est orientée vers sa chute. Et tout tend vers une chute qui normalement doit être à la fois complètement nécessaire et complètement inattendue. C'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est pour ça qu'effectivement il ne faut pas raconter des histoires. On est un petit peu dans quelque chose de délicat. Donc on peut parler de la générale, du synopsis, si on peut dire, de l'histoire. Et puis de la thématique aussi. Ok. Bon, ça c'est pour moi, ça va m'aider en même temps. Donc des petits yaku dont je parlais tout à l'heure, dont le premier, on nous ouvre cet ouvrage avec un yaku qui s'intitule Le sens de l'existence. Donc ça tient en une phrase. 2 heures avant que ne se produisit l'événement qu'il avait attendu toute sa vie, Martin mourut. Donc je ne sais pas, je vous le balance comme ça, je ne sais pas s'il est nécessaire de dire quoi que ce soit,
par rapport à cette phrase, en tout cas de votre part, je sais pas, moi j'aurais tendance à vouloir dire l'urgence de vivre ou l'urgence d'être, pas être dans l'attente. Je crois que tout est là. Un mot peut-être de votre part? En fait, ce qui m'intéresse dans ces nouvelles, c'est de laisser un champ complètement ouvert. Le jeu, c'est entre le titre, évidemment, et puis la phrase qui raconte une histoire, puisque c'est finalement toute la vie d'un être, Martin, qui tient en une seule phrase. Et le jeu, c'est, bon, ben voilà, qu'est-ce que ça signifie le sens de l'existence? Ce qui m'intéresse, c'est que vous réagissez en disant urgence de vivre. Bien sûr, on peut ressentir ça, naturellement. Mais ça peut ouvrir sur d'autres choses aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que chacun va recevoir ça, et puis ça peut ouvrir des champs d'interrogation. Finalement, quelle est ma relation au sens de l'existence? Est-ce que je suis dans l'attente de quelque chose, etc., etc. Et puisque ce yaku, si on peut dire, vient dans le cadre de ce livre, Dernière nouvelle de Babylone, c'est apparemment en même temps une pathologie de notre siècle et de ce que notre société nous vend, à savoir quoi, l'attente des désirs, l'insatisfaction, c'est-à-dire que effectivement, une tendance du monde contemporain peut être de nous inciter sans cesse à attendre l'événement qui va tout changer. C'est un petit peu la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est l'illusion que ma vie va pouvoir s'améliorer sans que je sois transformé intérieurement par quelque chose qui me transcende. L'espérance, c'est attendre seulement que quelque chose vienne me transformer, c'est-à-dire tout attendre de la grâce en quelque sorte. Et en fait, on vit dans une société de l'espoir permanent, de la crainte et de l'espoir, et les deux se répondent. Hein, c'est-à-dire qu'on a peur de l'événement qui va venir sans que nous ayons changé, bouleversé notre vie, et en même temps, on espère l'événement ou les événements qui vont venir améliorer notre vie sans qu'on ait changé. En fait, l'espérance, c'est je m'ouvre d'abord à une dimension qui me transcende et qui va venir me transformer, et ensuite, les améliorations de ma vie et dans ma vie vont suivre naturellement. Donc, on vit dans une société qui ne nous incite pas du tout à la verticalité de la transcendance, mais au contraire à tendre sans cesse dans l'horizontalité des choses, nous raidir contre ce que nous craignons, tendre vers ce que nous espérons, et ça fait effectivement un faux sens de l'existence. Voilà ce que... Ça me fait penser, ce que vous dites, à des internautes d'Immédiat qui, lors de certains directs, mentionnent le fait d'attendre la fin de cette civilisation qu'ils voient comme étant grotesque, sans aucun sens, justement, et dire, bon, voilà, on va pouvoir commencer à faire quelque chose quand tout sera effondré. Sans, justement, donc on est dans cette forme d'attentisme, dire, bon, qu'est-ce que je fais en attendant que ça s'effondre? Est-ce que je râle? Est-ce que je continue à râler? Est-ce que je continue à montrer ce qui ne va pas? Ou alors, est-ce que je peux m'engager dans potentiellement des solutions? Mais ces solutions, c'est toujours pareil, c'est à quoi bon? À quoi bon voter? À quoi bon, je sais pas, faire un jardin en permaculture, puisque il va y avoir, je sais pas, le chaos, la guerre, ou que sais-je. Et puis à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en Ukraine, on peut être tenté d'avoir cette vision-là et de rentrer dans une certaine forme de désespoir au final. Donc l'attentisme en question peut rejoindre peut-être une certaine forme de nihilisme. Et est-ce que ce nihilisme est salvateur? J'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on peut vraiment espérer, encore une fois, du fait de dire non mais là, le verre est tellement pourri, je ne vais pas commencer à me diriger vers des solutions, puisque même ces solutions, avec mon mental, je peux projeter que ça ne servira à rien. Déjà, une des grandes causes du malheur contemporain et du fait que nous vivons dans une civilisation qui révèle de plus en plus son absurdité, c'est une cause intérieure, c'est-à-dire c'est notamment le fait que nous pensons qu'il y a des problèmes et il y a des solutions. C'est-à-dire c'est le fonctionnement du mental mécanique, ça. C'est un fonctionnement complètement conditionné. J'ai une souffrance, par exemple, ou une possibilité de souffrance, je la transforme en problème en trouvant une cause à l'extérieur, ou éventuellement à l'intérieur de moi, ça s'appelle culpabiliser, et puis je veux chercher une solution. Et la solution, c'est je vais changer la cause en question. C'est le fonctionnement mécanique du mental, ça. C'est une des causes de
de notre civilisation absurde. Et cette cause, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que le monde, ce n'est pas un spectacle dont nous serions exclus. Nous sommes co-créateurs du monde. Co-créateurs, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous engendre ce monde. C'est pour ça que quand j'ai envie de mettre en scène avec le plus d'humour possible, parce que je pense que l'humour consiste d'abord à rire de ce dont on pourrait pleurer. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dont on pourrait pleurer dans ce monde. Moi, j'ai préféré en rire dans ce livre. Mais ça revient un petit peu au même. Hein. C'est toujours rire jaune un peu. Hein. Oui, il y a un rire un peu. Il y a beaucoup d'ironie. Puis c'est le rire de l'humour dans le sens où justement, j'ai mis discrètement dans quelques petites indications dans ce livre qui montrent que en fait les ombres que je montre, comme je le disais tout à l'heure, je les ai d'abord reconnues en moi. En fait, je les ai d'abord reconnues à l'intérieur de moi. Et dans la mesure où elles sont en moi, je me reconnais comme co-créateur de l'absurdité de ce monde. Et du coup, chercher des solutions, même en les anticipant pour plus tard, attendre que l'effondrement arrive, etc., c'est toujours rester sur le même plan. Bossuet disait, et c'est une citation qui me plaît énormément et qui me guide, Dieu se rit des êtres qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et c'est important d'arrêter de déplorer les effets et de se retourner vers les causes. Or, dans l'enseignement du Christ, qui est mon guide, évidemment, les causes sont à l'intérieur de nous. C'est nous qui sommes créateurs du monde. Le monde n'est que l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous, si on commence à dire oui, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de machin ou de truc qui engendre ce monde-là, on n'a rien compris, parce que nous, c'est une unité. Voilà le grand enseignement du Christ. C'est ce que saint Paul dit de façon très claire. Tous, nous sommes un dans le Christ. C'est-à-dire que dès qu'on atteint cette conscience christique, on se rend compte que l'humanité est un seul jeu, en quelque sorte. Et c'est à l'intérieur de cette unité que se passent des choses qui engendrent pour l'instant un monde qui, effectivement, se révèle comme absurde. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de nous. Voilà. Mais nous, c'est-à-dire de nous tous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, dans le monde, on voit tout le monde se refiler la patate chaude de l'inaccompli, en quelque sorte. C'est-à-dire, ah mais le mal, il vient d'ici, le mal, il vient de là. Et puis en disant que le mal vient d'ici ou de là, je sous-entends évidemment que le bien, c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire c'est moi. Et voilà la grande erreur, c'est-à-dire que il faut se sentir solidaire de cette co-création du monde pour pouvoir commencer à créer un monde qui va exprimer la lumière et non pas les ombres. J'imagine que vous avez vu le film Don't Look Up d'Annie Cosmic, qui a été très intéressant, en tout cas de mon point de vue à certains égards, qui a été très critiqué aussi, notamment en lien sur le fait que c'est une manière de pouvoir agir sur l'aveuglement qu'ont les peuples, les gouvernements en lien avec le réchauffement climatique. Mais je ne le voyais pas que sur ce sujet-là, en fait. Moi, là où ça m'a interpellé, ce film, c'est que ce déni, il peut être placé vis-à-vis de tout. Le déni de nos ombres, en fait, pour faire simple, et pas uniquement vis-à-vis d'une menace qui serait en dehors de la planète ou le changement climatique, ou que sais-je. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et quel lien peut-on faire justement en lien avec... quel lien peut-on faire avec le livre, avec ce que vous mettez en perspective dedans? Je l'ai vu, je l'ai apprécié beaucoup parce que je trouve que c'est un film très bien construit, bien écrit, bien réalisé. Donc déjà, moi, je suis très cinéphile et j'aime les écritures talentueuses. Donc évidemment, je l'ai apprécié à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, j'ai cru déceler une intention un peu allégorique, c'est-à-dire derrière la menace cosmique, la comète, etc., c'est une allégorie du réchauffement climatique. Et à ce niveau-là, j'adhère moins, effectivement, parce que le côté allégorique, ça affaiblit le propos. Mais c'est un film qui transcende, à mon avis, son intention, pour autant que ce soit l'intention du film. Et je pense que c'est le cas, mais les œuvres d'art réussies transcendent la volonté de l'auteur, ouais, en fait. Et j'ai trouvé que ce film valait plus qu'une simple allégorie. Après, sur le plan de l'allégorie, effectivement, en ce moment, on nous demande de croire, effectivement, que la planète se réchauffe et que l'être humain en est responsable. Moi, j'ai aucune compétence là-dessus, mais comme tout, c'est à écouter avec attention
Et avant de se faire une idée, c'est important de faire des recherches et d'entendre toutes les sources d'informations. Moi, je me méfie notamment de l'unanimité. Et je ne suis pas du tout climato-sceptique ou quoi que ce soit. Je suis sceptique en général au sens étymologique. C'est-à-dire au sens où sceptique, ça veut dire j'examine. Et du coup, si on essaye de me faire croire quelque chose, je vais avoir tendance à ouvrir un petit peu le champ et à me poser des questions. Mon premier roman, Colère, c'est un roman sur la Terre qui se révolte. Donc, naturellement, c'est un roman où il y a une réflexion écologique et ma sensibilité écologique est très profonde. Et en même temps, c'était difficile pour moi d'acheter un discours qu'on essaie de m'imposer par une forme d'unanimité. Et on me dit, il y a un consensus des scientifiques. J'ai fait un peu d'épistémologie en tant que philosophe. Consensus scientifique, s'il y a consensus, c'est que ce n'est pas scientifique. Si c'est scientifique, c'est prouvé. S'il y a un consensus de scientifiques, ça veut dire que ce n'est pas prouvé. Donc, moi, j'attends de voir. Et du coup, le côté allégorie, effectivement, je l'ai senti. Ça m'a gêné, mais ce film va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est un film sur le déni. C'est-à-dire, il montre très bien qu'il y a quelque chose qui s'approche. Et il y a des gens qui peuvent le voir, mais ils regardent ailleurs. Don't look up. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse plus, ça serait de traduire le thème de ce film par Don't look inside. C'est-à-dire de ne regarder pas à l'intérieur. C'est ça le déni, c'est-à-dire regarder à l'extérieur, les problèmes sont à l'extérieur, les problèmes c'est les autres, c'est toujours les autres qui engendrent ce monde. Alors on a tous nos autres négatifs, hein, mais on ne regarde pas que c'est des ombres intérieures qui sont en train de co-créer ce monde. Et reprendre sa responsabilité de créateur, ça me semble vraiment très important. Ouais. L'enfer c'est les autres. Donc c'est un leurre, ça c'est vraiment le grand leurre. Alors ce qui est intéressant dans justement le film, quelle est d'après vous, dans la notion du déni, peut-être la nouvelle qui se rapprocherait le plus de cette notion du déni au sein du livre? C'est un thème qui parcourt vraiment toutes les nouvelles, parce que le déni, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement, c'est la base. C'est-à-dire, soit on est conscient et on a une conscience ouverte, c'est-à-dire une conscience qui est capable d'accueillir ce qui dérange, parce que c'est ça la clé, soit on a une conscience qui a pris la décision de ne croire que ce qui nous arrange, de ne voir que ce qui nous arrange, et de tourner la tête quand il y a quelque chose qui peut nous déranger. Et cette décision, on l'a prise, et ensuite, on a pris la décision d'oublier cette décision. Ce qui fait qu'on n'a même plus conscience que, par exemple, on pense quelque chose uniquement parce que ça nous fait du bien. Et qu'on refuse une idée ou une opinion parce qu'elle vient toucher quelque chose. On n'a même plus conscience de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'universel. Donc, je crois que le déni est un thème vraiment transversal dans ce livre, parce que c'est un thème absolument fondamental. Et c'est quelque chose, si je veux parler honnêtement du déni, il faut que je parle d'abord de mon déni. Et ça n'a rien à voir avec mon prénom. Elle est bonne celle-là. Mais c'est quelque chose, c'est en première personne qu'il faut d'abord parler. C'est-à-dire que si je commence à critiquer quelque chose, dans ce livre, évidemment, j'ai un regard critique et parfois même sarcastique sur beaucoup de choses. Mais si j'oublie que ces choses-là, je les ai d'abord trouvées en moi, alors là, je rentre justement dans le déni. Donc je peux difficilement parler du déni en étant moi-même dans le déni. En même temps, je note que le fait même qu'on mette en exergue ces parts d'ombre, qu'on les éclaire en tant que spectateur sur ces différentes nouvelles dans cet ouvrage, on voit effectivement le déni de tous ces personnages. Et c'est ça qui nous fait rire, en fait. Et c'est aussi, paradoxalement, ça qui nous fait rire dans le film Don't Look Up, quand on voit la présidente des États-Unis être dans ce déni, alors qu'elle est censée être un chef d'État qui dirige son peuple, qui veut le bien-être de son peuple, alors que là, il n'y a plus rien de tout ça. C'est comment on va faire pour être élu aux prochaines élections. Qu'est-ce qu'on va dire, tout est dans les apparences, en fait. Et c'est ça qui fait rire, en fait. On devient une caricature de ce qu'est notre être.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre ego tend à devenir une espèce de simulacre de nous-mêmes. C'est comme un acteur, en fait, qui jouerait très très bien un rôle, mais qui se prendrait pour le rôle. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre Johnny Weissmuller qui jouait Tarzan il y a très longtemps. En noir et blanc. En noir et blanc. Et puis qui a fini dans un hôpital psychiatrique parce qu'il se prenait pour Tarzan. Ah, je ne savais pas. Et en fait, c'est ce qui nous arrive, c'est-à-dire que on a une espèce de personnage un petit peu mimétique de la vérité de notre être, mais complètement caricatural, et on se perd dans le personnage. C'est-à-dire que, plus profondément, notre source, elle est intérieure et elle est divine. Notre source d'être, on la rencontre à l'intérieur, dans le cœur, très profondément. Et nous avons fait du regard des autres notre source. Donc, nous jouons la comédie. Ça, c'est quelque chose qui est dénoncé par le Christ, qui, par exemple, dénonce ceux qui prient ou ceux qui font des actions pour être regardés par les hommes. Je cite. Mais en réalité, c'est ce que nous faisons tous maintenant. Et alors, l'extension des réseaux sociaux fait qu'on vit une vie qui devient un spectacle. C'est plus une vie, c'est un spectacle. Les mises en scène. Et ça me fait penser à toutes ces jeunes influenceuses en Ukraine, en Russie, pardon, qui, parce que Instagram a été coupé par le gouvernement russe, sont mis à pleurer. Des influenceuses, je ne sais pas, entre 20 et 30 ans, ma vie est finie, catastrophe. Voilà, c'est la mise en scène de notre vie qui n'est que d'apparence. Oui, c'est ça. Quand le spectacle s'arrête, quand le rideau se ferme, voilà, là, on a l'impression qu'on est mort. Parce que la vie est devenue un spectacle. Alors, l'urgence de vivre, peut-être, qu'attendons-nous ? Il sera peut-être temps d'y aller. Une nouvelle donc qui s'appelle Une bonne action. Alors là, vous abordez la notion de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais pas que, c'est plus subtil que ça, hein. C'est pas que dans ce sens-là. Donc on a Louis qui est un homme qui suit un enseignement d'ordre spirituel, il a un maître, un enseignant, donc il pratique la méditation. On pourrait aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait le qualifier forcément de bobo ou quoi que ce soit, je voudrais sortir des étiquettes, mais on pourrait dire un homme de bonne volonté, qui tient vraiment à être surpris par la grâce ou les signes de la vie qui lui demanderaient d'être « es-tu prêt à » je sais pas, il arrive ça, je sais pas, un immeuble en feu, est-ce que tu ressens l'appel de rentrer à l'intérieur, aider peut-être les gens, enfin, c'est un exemple que je prends, il ne s'agit pas d'un immeuble en feu dans cette nouvelle, mais en tout cas c'est pour décrire le personnage de Louis, qui est vraiment un être qu'on pourrait appeler de bonne volonté, et qui aurait tendance, moi en tout cas l'image que j'en ai, qui ne se ment pas, qui veut voir ses ombres, et qui va se retrouver, alors je ne sais pas ce que je peux en dire, toujours pareil, j'espère que vous allez m'aider. Le moins possible. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être ajouter à ce que je viens de dire de l'histoire, et surtout le message fondamental ? Le personnage a été bien décrit et ça ne spoile pas la nouvelle. Effectivement, c'est un personnage qui est plein de bonnes intentions. D'ailleurs, le titre de la nouvelle, c'est « Une bonne action ». Et c'est la première nouvelle longue du recueil, qui en réalité fait écho à la dernière nouvelle qui s'appelle Une rose. Dans la nouvelle Une rose, on a un exemple d'action féconde. Et j'avais pas fait le lien, mais merci de me... Ah oui, je l'avais pas vu, mais je vois laquelle nouvelle c'est, effectivement. Et la première nouvelle, Une bonne action, c'est, sans spoiler, une action qui n'est pas féconde. Et effectivement, qui est animée de bonnes intentions. C'est une bonne action qui n'est pas féconde. C'est une réflexion aussi sur le désir d'être bon. Ça aussi, c'est une grande ombre de notre monde actuel. Quand j'étais étudiant, quand on avait des discussions politiques à Normal Sup, dans un milieu très intellectuel, j'avais été surpris déjà par le fait que la discussion politique dérivait très très rapidement sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Alors que moi, j'avais envie de savoir si est-ce que telle thèse était vraie ou telle thèse était fausse, est-ce qu'il était vrai de dire que, etc., etc. Mais on dérivait sur le bien et le mal. Et je me souviens, j'avais 20 ans, j'avais été vraiment très étonné de ça. Et étonné, et puis ça m'embêtait parce que j'avais pas envie de raisonner comme ça. J'avais envie au contraire, d'ouvrir totalement, de pouvoir recevoir toutes les idées, et puis juste de les tester par rapport au réel.
pas par rapport à une idée du bien et du mal. Parce que si on teste une idée par rapport à une idée du bien et du mal, on reste dans sa tête. On ne se confronte pas au réel, donc on n'est pas vivant. Parce que la vie, c'est la relation. Et la relation, c'est toujours se confronter au réel. C'est vrai dans la relation humaine. Si on n'est pas confronté au réel de l'autre, mais qu'on reste enfermé dans son idée de l'autre, ben on n'est pas en relation et on n'est pas en vie. Et là, tout confronté à une idée du bien et du mal, ça me semblait absurde. On perd le réel. Aujourd'hui, ça s'est systématisé de manière absolue. Ah bah on le voit, oui, d'autant bah plus. Oui. Attends, on voit avec la crise de l'Ukraine. La crise de l'Ukraine, c'est on a un méchant, c'est Poutine, et à partir de là, on commence à réfléchir. Mais on a déjà perdu toute possibilité d'intelligence par rapport à la situation. À partir du moment où on dit il y a un bon, il y a un méchant. Les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça. Alors on me dira, oui, mais alors Hitler, parce que c'est toujours le point Godwin qui est vite atteint. Ouais. On peut expliquer ça d'ailleurs, pourquoi on atteint le point Godwin. Mais Hitler, si on veut comprendre quelque chose au nazisme, eh bien, il faut mettre de côté tout jugement moral. Et un bon historien, c'est quelqu'un qui va mettre de côté, mettre entre parenthèses ses jugements moraux pour essayer d'analyser. Et c'est cette démarche intellectuelle qui va nous permettre éventuellement de comprendre suffisamment le nazisme pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Ouais. Comprendre ne veut pas dire valider. Mais comprendre ne veut surtout pas dire valider. Si on comprend ce qui s'est passé dans cet épisode de l'histoire, qui est effectivement infiniment tragique et infiniment triste, il faut d'abord mettre entre parenthèses tout jugement. Et là, on comprend. Et quand on comprend, eh bien, on peut analyser le présent. Mais si on raisonne en termes de bien et de mal, eh bien, ne comprenant pas le passé, on ne comprend pas le présent. Et Goethe disait, celui qui ne comprend pas le passé est condamné à le revivre. Oui. Et ça, c'est une grande vérité. On peut dire un mot sur le bien et le mal aujourd'hui. D'abord, le bien et le mal, il faut rappeler quand même que dans le judéo-christianisme, c'est en croquant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'être humain, c'est-à-dire nous, se sépare de Dieu. Donc, chaque fois que nous émettons un jugement de bien ou de mal, nous nous séparons de Dieu. C'est simple, mais c'est trop simple pour être compris. C'est-à-dire, c'est simple, mais c'est difficile à avaler, parce que nous sommes tellement pris par le jugement, nous avons tellement envie, tellement un besoin viscéral d'être dans le jugement, et de pouvoir nous dire, bon, bah, j'ai identifié un mauvais, donc je suis bon, que c'est devenu un tel réflexe que même avec les meilleures intentions spirituelles, eh bien, on va continuer. Mais d'où vient ce côté de vouloir toujours vouloir être du bon côté, d'être plus blanc que blanc, enfin, d'où ça vient cette histoire? Ça s'explique historiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu... dans la civilisation du Moyen-Âge, par exemple, il y avait le bien et le mal qui étaient parfaitement définis. Oui. Bon, ça ne correspondait pas exactement à l'enseignement du Christ, mais au moins on avait défini. Et on savait que pour être bon, il fallait se comporter de telle manière, de telle manière. Et voilà. Et pour être mauvais, si on voulait être mauvais, il fallait se comporter de cette manière. C'était clair. Ensuite est arrivée la modernité. À partir de la Renaissance, on a commencé à déconstruire, terme à la mode, mais c'est un processus qui a commencé depuis très longtemps, à déconstruire les structures de la société, et notamment les structures du bien et du mal. Et on a commencé à remettre en question le bien, le mal et tout ça. Ça peut être très positif. Ça peut être l'occasion, justement, de sortir de la dualité du bien et du mal. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Parce qu'on a voulu déconstruire les anciennes notions de bien et de mal, donc la morale commune, la décence commune dont parlait Orwell, cette notion du bien et du mal qu'ont les petites gens, les gens simples qui savent qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. On a voulu déconstruire tout ça, mais on a voulu continuer à juger. C'est-à-dire on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut déconstruire les structures parce que ça pèse. Notamment la cité religieuse, le pouvoir religieux. Oui, on veut déconstruire le pouvoir religieux, mais on veut aussi déconstruire les critères moraux parce qu'on a envie de s'en débarrasser, on a envie de pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Et du coup, on se débarrasse des critères moraux, mais on veut continuer à juger. Et du coup, comment faire pour juger? À partir du moment où on n'a plus de notion de bien et du mal, eh ben, il nous faut un méchant. Et on a inventé cette notion qui est une absurdité philosophique, mais qui maintenant s'entend régulièrement, cette notion de mal absolu. Le mal absolu, c'est un point fixe. C'est absolu, donc c'est relatif à rien. Le mal absolu, c'est un point fixe du mal, et du coup, on va pouvoir mesurer par rapport à son éloignement de ce principe-là si on est plus ou moins bien ou plus ou moins mauvais. Et le mal absolu, on a décrété que c'était Hitler. Ça donne un bon exemple du mal absolu.
Donc je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'a fait Hitler. Hein. Oui. Je suis en train de dire que ce qu'il a fait, c'est infiniment triste. C'est-à-dire que si on veut sortir du bien et du mal, au lieu de dire c'est mal, il faut juste dire, revenir à soi et dire mais c'est d'une tristesse infinie. La Shoah, c'est d'une tristesse infinie. Et vivre sa tristesse. Voilà. Donc ce qu'a fait Hitler, c'est infiniment triste et infiniment tragique. Mais en faire le symbole du mal absolu, c'est juste une manière très maligne d'arriver à avoir un point fixe. Et du coup, je me situe par rapport à ce point fixe. Je combats Hitler, je suis donc quelqu'un de bien. Aujourd'hui, Poutine, c'est Hitler. Je combats Poutine, je suis donc quelqu'un de bien. Et dernièrement, Raphaël Enthoven, philosophe, a dit que Poutine incarnait le mal absolu. Alors, mais justement, comment un philosophe peut en arriver à sortir ce genre de propos? Enfin, même moi, qui ne suis pas philosophe, je n'ai pas de formation dans ce sens-là, que j'écoute Enthoven, je me dis, mais comment c'est possible que des soi-disant intellectuels ou Bernard-Henri Lévy qui va en Ukraine et qui tague sur un mur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces hommes, ces va-t-en-guerre, où justement l'intellect, l'intelligence n'est pas présente. Ça devrait être excusez-moi, je ne sais pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais des personnes comme vous qu'on invite sur les plateaux télé. Donc ça implique notamment la responsabilité des médias d'inviter des gens qui sont en train de nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, à savoir être dans ce jugement. Voilà, manichéen, bien, mal, enfin, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est revenu en arrière dans cette idée qu'il n'y a plus de débat possible? Déjà, on l'avait vu avec le Covid, et là, avec l'Ukraine, c'est le summum. Et les intellectuels qui seraient censés nous donner de la raison de la lumière, de la conscience sur les enjeux, les tenants, les aboutissants, ils sont pas là, ils sont absents. Philosopher, c'est d'abord penser contre soi-même. N'est pas philosophe qui veut et n'est pas philosophe. Il y a des diplômes quand même. Oui, c'est ça, mais justement, c'est pas parce qu'on est agrégé de philosophie qu'on est philosophe. On est agrégé de philosophie, ça veut dire qu'on a appris l'histoire de la philosophie, on est capable de la retranscrire dans des dissertations. Bon, ça, c'est à la portée de quelqu'un qui a les capacités intellectuelles de le faire. Mais philosopher, c'est quelque chose qui est une attitude éthique, une attitude intérieure. C'est-à-dire, j'ai une idée, au lieu de la choisir parce qu'elle m'arrange ou de la rejeter parce qu'elle me dérange, eh bien, je l'accueille, j'accueille son contraire, je pense contre moi-même, j'ai une opinion, je vais penser contre moi-même, je vais la remettre en question. Et donc, en fait, l'intelligence philosophique, c'est une valeur éthique, tout simplement. C'est une manière de vivre. La philosophie, c'est d'abord une manière de vivre. C'est pour ça que philosophie, ça veut dire recherche de sagesse. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on a le titre de philosophe qu'on est nécessairement philosophe en ce sens-là. On est philosophe en un autre sens. Alors, que penser des médias? Mais les médias, ils invitent les gens qui correspondent à ce que veulent les gens, au fond. Et les gens veulent du bien et du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une jouissance actuellement à avoir un très méchant. Ils veulent continuer à juger. Oui, bien sûr. Mais attention, quand je dis les gens, c'est important que je ne me mette pas en dehors. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à se dire, bon, je vais essayer de ne plus juger. C'est comme quand on commence à se dire, je vais essayer de ne plus mentir. Dans ces deux cas, on se rend compte qu'en réalité, on passe son temps à mentir et on passe son temps à juger. Et plus à la limite, moins on juge et moins on ment, parce qu'on commence à rentrer sur un chemin où on fait attention, et plus on débusque le mensonge et le jugement là où on ne pensait même pas qu'ils étaient. C'est-à-dire les pensées arrivent, on les accroche, on y adhère un moment, etc. etc. Et tout ça, ça repose sur cette dualité du bien et du mal dont nous avons besoin de nous libérer. À un moment, quelqu'un vient vers Jésus et lui dit, il l'appelle bon maître. Et Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Et c'est intéressant, un seul est bon, il désigne bien sûr Dieu, mais il dit un seul, un. C'est-à-dire que c'est le un qui est derrière la dualité du bien et du mal. Il faut revenir au un derrière la dualité du bien et du mal. Et le un seul est bon, c'est un bien qui n'a pas de contraire. On n'est pas dans la dualité du bien et du mal. Chaque fois que je fais un jugement de bien qui s'oppose à un mal, eh bien, je suis dans cette dualité. C'est-à-dire, je suis séparé de ma source. Et si Jésus lui-même ne voulait pas qu'on l'appelle bon,
Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut arrêter de vouloir être quelqu'un de bien, on peut arrêter de vouloir être bon, et on peut simplement s'ouvrir de plus en plus à la source, à l'inspiration. Et effectivement, c'est le un seul est bon qui va ensuite nous inspirer, prendre la place, nous inspirer nos actes, nos paroles, nos pensées. Alors, j'aimerais revenir sur Louis, là, une bonne action. Je trouve que cette nouvelle montre un peu les arcanes du destin. C'est-à-dire que on pourrait penser que Louis, au regard de cet homme de bonne volonté, qu'on pourrait appeler une bonne volonté, on pourrait peut-être le qualifier de bon samaritain, ce qu'il fait dans cette nouvelle, c'est pas tant qu'il veut paraître, réellement. Et je pense que si j'avais été, moi, en lisant cette histoire, dans les mêmes circonstances, j'aurais fait exactement ce qu'il a fait. Je dis ça, on ne sait jamais, au final, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est ouvert à le fait de potentiellement aider, voilà, en l'occurrence, il évite quelqu'un de se faire une tentative de suicide. Il le sauve, mais parce qu'il était là, toute la situation fait que il intervient. Je pense que dans ce genre de situation, potentiellement, j'aurais fait pareil. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on sauve dans cette histoire. Et ça me fait penser, puisqu'on parlait d'Hitler, Hitler a été sauvé durant de sa prime jeunesse, il a failli se noyer. Il a été sauvé par un prêtre. C'est intéressant de savoir ça d'un point de vue historique. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'a fait le prêtre ? Est-ce qu'il a écouté son ego ? Est-ce qu'il a écouté la source en lui ? Est-ce que Dieu a un dessein plus grand, quitte à utiliser, entre guillemets, le mal pour servir ses œuvres? Est-ce que la source utilise le mal pour servir ses œuvres? Voilà, c'est potentiellement ça, ou les questions sous-jacentes à cette nouvelle. Enfin, de mon regard, je ne sais pas ce que vous en pensez, justement, je vous pose la question. Alors déjà, on ne va pas aller plus loin dans l'histoire. D'accord, merci. Mais effectivement, le parallèle est intéressant. Pour ce qui est de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme et tout ça, moi, ce que je crois, c'est que de toute manière, ça n'aurait pas été Hitler, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, justement, on a magnifié négativement la figure de Hitler en faisant une cause de l'histoire. En réalité, des agitateurs comme Hitler, il y en avait d'autres que lui. Si lui n'avait pas été là, un autre aurait pris cette place-là. Alors, ça aurait peut-être été différent, ça aurait peut-être été un petit peu moins tragique. Mais ce qui est important, c'est que les causes de la Seconde Guerre mondiale et de cette tragédie-là avaient été lancées bien avant. C'est-à-dire, au moment où on vit un effet, les causes sont antérieures et on n'y peut plus rien, en fait. Ce qu'on peut, nous, maintenant, c'est ne pas être cause des tragédies qui vont avoir lieu dans quelques années. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai une pensée de séparation, un comportement de séparation, chaque fois que je prends des décisions qui me séparent davantage de ma source et qui donc me séparent aussi de mes frères et sœurs en humanité, eh bien, je suis en train d'alimenter une espèce d'énorme nuage de séparation. Un égrégore, on pourrait dire. On peut dire un égrégore, si on veut. Et à un moment, eh bien, ce nuage va crever et puis la pluie de négativité et de séparation va s'abattre sur le monde. Et au moment où ça arrive, il est trop tard. Il est trop tard pour agir sur ce qui se passe. Quand une guerre éclate, il est trop tard pour agir sur ce qui se passe. Mais c'est là que se déchaînent tous les gens qui disent il faut faire ceci, il faut faire cela, sur des plateaux télé ou sur leur canapé. Mais il est trop tard pour agir. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire même par rapport à ça, même par rapport à une guerre? Est-ce que je suis dans la séparation ou est-ce que je suis dans l'unité? Si je veux être dans l'unité par rapport à deux pays qui s'affrontent, comme en ce moment l'Ukraine et la Russie, par exemple, eh bien, il faut que je sois dans l'unité avec les Ukrainiens et dans l'unité avec les Russes. Et si moi, qui suis étranger au conflit, j'arrive à être dans l'unité, c'est un petit pas. Mais si moi, j'y arrive pas, alors que j'ai rien à voir avec ce conflit, alors qui arrivera? Où sera l'unité? Et je peux toujours déplorer la guerre, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas en paix. À l'intérieur de moi, je nourris la guerre et je nourris les prochaines guerres. Parce que je n'ai pas réussi à être dans l'unité par rapport à un conflit qui ne me concerne pas. Donc, il faut revenir en direction de soi. Et pour revenir à Louis et ce personnage de Louis, il y a un passage dans la nouvelle, mais je ne vais pas en dire plus, où il pourrait être à l'écoute de l'altérité de l'autre. Et
il n'est pas à l'écoute parce que c'est un personnage qui est enfermé dans sa tête, enfermé dans ses idées. C'est-à-dire que son ego a totalement récupéré les enseignements spirituels et en a fait la solution à tout. Et du coup, il est rentré, comme on le disait tout à l'heure, dans le simulacre. C'est-à-dire que extérieurement, il fait tout parfaitement bien, et intérieurement, en fait, son seul but, c'est d'imiter une image qui s'est faite dans sa tête, et du coup, il est totalement enfermé en lui-même. C'est un ego clos sur lui-même. Et l'enseignement de cette nouvelle, c'est la meilleure action vue de l'extérieur, une bonne action, avec les meilleures intentions du monde, si elle vient d'un ego clos sur lui-même et non pas d'une ouverture à la fois à l'altérité du réel, à l'altérité de l'autre et à cette altérité intérieure transcendante qui est le divin en nous, eh bien cette action sera forcément négative. Et à l'inverse, dans la dernière nouvelle, la dernière longue nouvelle du recueil, Une rose, on a un acte fécond qui est posé par une petite fille et une enfant. Voilà. Et cet acte est fécond parce qu'elle n'est qu'ouverture. J'en dirai pas plus, mais tout est là. C'est-à-dire que vouloir faire une bonne action, c'est narcissique. Forcément. Et si c'est narcissique, je suis clos sur moi-même. Encore une fois, je juge. Je juge déjà. Je pars d'un jugement de bien, qui s'oppose à un jugement de mal, et puis je veux être celui qui est bon. Et là, je suis coupé de la source, et toutes les conséquences seront négatives, nécessairement, même si elles peuvent paraître pendant un temps positives, même si je suis gratifié par mes actes, même si des gens me remercient, etc. En réalité, profondément, mes actions venant d'une séparation à l'intérieur de moi, elles vont générer la séparation. Il y a des guerres qui naissent à cause d'une accumulation de bonnes actions. Voici un autre haïku qui s'intitule L'impasse. Blanche avait éprouvé, un jour, l'infinie béatitude de n'être plus en recherche de rien. Et depuis, elle la cherchait sans répit. Il est vrai que pour bon nombre d'entre nous qui sommes en recherche, en quête, on peut avoir de temps en temps des fenêtres qui s'ouvrent via des instants de méditation, via des sessions d'ayahuasca, de psychotropes peut-être, je ne sais, ou peut-être même sans rien avoir demandé à personne, en train de faire son potager, puis il se passe des ouvertures de conscience qui n'étaient pas désirées, attendues, et qui nous montrent, on va dire, ce que nous sommes de ça, de ce qui est. Et à partir de là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de constater qu'on se met en quête et en recherche de retrouver ce... Je ne sais pas si on peut parler d'état, mais... En tout cas, c'est ce qui aura tendance peut-être à nous mettre en perspective, ce haïku. Un mot par rapport à ça ? Oui, c'est une espèce de koan un peu zen, ça. L'inspiration zen est évidente. C'est un des grands maître du bouddhisme zen, Rinzai, le fondateur du Rinzai d'ailleurs, qui s'appelait Rinzai pour les Japonais, mais Linzi pour les Chinois, disait ne cherchez plus, toute recherche est souffrance. Et en fait, ça nous pose une question, c'est que de temps en temps, on a effectivement des percées, des moments spirituels très forts, et on a l'impression de penser qu'on a trouvé parce qu'on a cherché. Et en fait, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression. En réalité, ce qui se passe plus probablement, de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, bien sûr, c'est que on a arrêté de chercher et du coup, on a été trouvé. Et Picasso disait, en matière artistique, je ne cherche pas, je trouve. Et en fait, en matière spirituelle, on devrait dire, je ne cherche pas, je me laisse trouver. Et c'est dans les moments où la recherche s'arrête, où on arrête de tendre vers quelque chose, que justement, l'expérience spirituelle peut avoir lieu. Parce que tout se passe comme si le seul point du temps qui est ouvert à l'éternité, le seul point du temps qui existe réellement, c'est l'instant présent. Et dès que nous cherchons quelque chose, nous sommes tendus vers autre chose que l'instant présent. Donc nous ne sommes pas au point de rendez-vous, nous ne sommes pas au point où le temps est ouvert à l'éternité. Et de temps en temps, il peut nous arriver de nous trouver en ce point de l'instant présent où nous sommes ouverts à l'éternité. Et nous faisons des expériences peut-être de l'éternité, des expériences peut-être de notre source intérieure. Mais cette expérience-là, elle est simplement liée au fait que pendant un temps, nous avons juste coïncidé totalement avec nous-mêmes. Et après, nous nous mettons à chercher. Et en fait, c'est nécessairement une impasse.
C'est-à-dire que en cherchant, nous quittons ce point où nous pouvons nous laisser trouver par Alors, c'est intéressant parce que à l'heure actuelle, sur on va dire la toile, parce que c'est là que tout le monde se rencontre, il y a les chercheurs de vérité. Et dans cette notion de chercheur de vérité, c'est notamment par rapport aux arcanes du monde, géopolitique, comment ça fonctionne, et pas que, en regard ou en lien avec peut-être le phénomène OVNI, ou en regard et en lien avec la connaissance de soi, et qu'il y a toujours cette notion-là, on est en quête. Je veux dire, effectivement, comme Louis au début de la première nouvelle, il y a cette notion de quête, de recherche. Et quand on est en quête, en recherche, on est donc un chercheur, et des fois, il est plus intéressant de chercher au sein d'une tradition, de chercher au sein on va dire, d'une structure qui est là, alors, qui peut être New Age ou millénaire, puisqu'on parle du taoïsme ou du zen, donc là on est sur des traditions qui font plusieurs siècles. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être aussi intéressant pourrait-on penser, de se mettre en quête, de chercher à travers des enseignants, des maîtres, qui sont là peut-être pour nous éviter de tomber dans les écueils. Donc il y a un côté paradoxal dans cette histoire. Comment ne plus avoir ce statut de chercheur pour se laisser cueillir par l'instant, alors que ça peut arriver alors que je ne cherche pas. Et quand je dis ça peut, je dis tout dit, rien dit. Donc, la posture qui serait demandée, au regard de ce que vous êtes en train de dire, c'est on ne peut pas se fier à l'aspect extérieur. Je suis peut-être effectivement un méditant qui suit une tradition, etc. Mais même en étant peut-être qualifié d'un point de vue extérieur de chercheur, je me devrais de balayer tous ces jugements, ces étiquettes, et de revenir encore une fois dans l'instant présent. Quand bien même pour les autres, je serais qualifié de chercheur. C'est ça ? En réalité, on peut faire tous les efforts du monde, les efforts ne mènent à rien en matière spirituelle. Et en même temps, l'effort signifie quand même quelque chose qui est essentiel sur un chemin spirituel, c'est le désir. Et en réalité, l'expérience spirituelle, même si j'aime pas tellement le mot d'expérience, mais le vécu spirituel, la transformation spirituelle a lieu à partir du moment où je ne désire que ça. C'est-à-dire, elle a lieu uniquement si elle a lieu comme expérience, elle a lieu dans un instant d'entièreté, dans un instant où je ne désire rien d'autre. Et donc, ça peut me saisir. Donc, les efforts sont le signe du désir. Et donc, le paradoxe est effectivement, dans la spiritualité, on est tout le temps en plein paradoxe. On est dans des cercles souvent vicieux qui peuvent se transformer en cercles vertueux. Mais pour ça, il faut tenir vraiment les contraires. Si je fais des efforts, je n'arriverai à rien en matière spirituelle, parce que ce sont mes efforts et je suis l'origine. Or, la spiritualité commence quand je cesse d'être l'origine des choses. Mais si, du coup, je me dis, je vais faire aucun effort, en même temps, le risque, c'est que je lâche mon désir. J'oublie mon désir. Et à ce moment-là, il ne peut rien se passer non plus. Donc, la clé, si clé il y a, ça serait de tenir ensemble les deux et de retenir la quintessence des deux. C'est-à-dire, la quintessence de l'effort, c'est le désir. Et la quintessence de l'absence d'effort, c'est je ne suis plus à l'origine de rien. C'est-à-dire, je désire simplement l'origine de tout. Et je m'ouvre à l'origine de tout. Et donc, le désir est absolument essentiel. Ça doit être certainement intéressant pour arrêter de fumer, je pense. Merci, Denis. On continue avec... alors, on ne va pas passer toutes, mais j'aimerais au moins toutes les nouvelles, parce qu'on n'aurait pas fini. Il y en a une qui est assez longue comme nouvelle, quand je dis assez longue, c'est plutôt relatif, que vous avez intitulée « Intelligence artificielle ». Donc, pour faire un petit débrief sans spoiler, synopsis, donc ça c'est dans un futur très proche, potentiellement. Ça se passe notamment... peut-être que je confonds. Ah voilà, non. Alors il y a intelligence artificielle et bébé éprouvante. Donc les deux sont limite intimement liés. Donc on va commencer par intelligence artificielle. Et je m'en mets en face parce que je pensais que j'allais aborder bébé éprouvante. Donc c'est de nos jours au MIT en bioinformatique avec le ICD qui est l'interface cérébrale digitale
Donc il y a des recherches qui se font. Le but, transférer sa conscience d'un cerveau à un autre via un ordinateur. Alors ça, à l'heure actuelle, des Elon Musk travaillent dessus. L'interface cerveau-machine, c'est tout à fait en lien aussi avec un autre qui est dans la même veine. On a le président d'Amazon, Jeff Bezos, pareil. Enfin, tous les grands Bill Gates. Enfin, tout, encore une fois, ceux qui sont qualifiés des fameux GAFAM, mais maintenant ça a changé, c'est plus les GAFAM, c'est autre chose. Mais ils sont dans cette veine-là de peut-être ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme, de cette veine de chercher comment on peut associer l'intelligence artificielle avec la chair, l'homme amélioré, bionique, etc. Donc en l'occurrence, là, c'est fun, on se marre bien dans cette histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut déflorer ou pas de cette info. On pourrait dire peut-être qu'il y a histoire de ne faire saliver les internautes, il y a un petit parallèle qui est fait avec George W. Bush, où vous êtes basé sur des faits historiques, sur des propos que Bush, fils, a tenus pendant son mandat. Pendant son mandat, pour parler de cette nouvelle, de ce qui s'opère dans cette nouvelle, où le MIT pense avoir réussi... je ne sais pas quoi dire pour pas en fait, je vais la pitcher, comme on dit. C'est-à-dire, pour donner envie sans en dire trop, je vais essayer de faire ça. La base, c'est que le corps du président des États-Unis, miné par les excès divers, est arrivé à un état de décomposition avancée de son vivant. Et en même temps, il y a une crise internationale relativement grave et il faut absolument qu'il y ait une continuité. Donc on décide de tester quelque chose qui est probablement au point. Ouais. C'est une première. On va transférer sa conscience via une machine dans un autre corps. Ou un clone, je ne sais pas, ou si c'est peut-être pas. Oui, c'est un corps obtenu par clonage, effectivement. Donc, en fait, on teste la possibilité d'une immortalité qui est le grand fantasme des transhumanistes. Et en fait, on va voir, la question c'est, il va se réveiller, mais qu'est-ce qui va se réveiller? Et en fait, ce qui se réveille, bon, c'est pas ce qu'on espérait. Et effectivement, la nouvelle est sous-titrée sampling, ça veut dire échantillonnage. C'est une technique musicale qui consiste à enregistrer des bouts de certaines musiques pour les utiliser dans une autre musique. Et là, j'ai en quelque sorte samplé, échantillonné des paroles de George W. Bush. Pas quand il était à son meilleur, il faut bien le dire, mais des paroles c'est quand même assez étonnant de savoir qu'il les a réellement prononcées. Ouais. Et pour les mettre dans la bouche de ce président des États-Unis. Et voilà, cette nouvelle permet une réflexion. Elle s'intitule Intelligence artificielle parce que c'est une réflexion sur la différence entre l'intelligence des machines et l'intelligence humaine en réalité. C'est-à-dire que ce qu'on peut éventuellement fantasmer, même si ça reste largement un fantasme au niveau scientifique, ce qu'on peut fantasmer de télécharger sur une machine de ce qui est notre conscience, eh bien, est-ce que ça va être véritablement ce qui est humain en nous? Voilà la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence humaine par rapport à une intelligence artificielle? Et moi, mon idée, c'est que tant qu'on fait des choses que peuvent faire les machines, on n'est pas encore dans l'intelligence humaine. Tout ce qui est de l'ordre de la computation, du calcul, tout ce qui se réduit à du calcul, toute l'intelligence instrumentale et calculante, les machines peuvent le faire. Donc on n'est pas dans la véritable humanité de l'homme, là. Et malheureusement, c'est l'intelligence qui domine de plus en plus notre monde. Et du coup, on se dit, mais alors les machines, elles vont nous remplacer, elles vont faire mieux que nous ce qu'on fait. Oui, mais parce que ce qu'on fait, c'est ce que peuvent faire les machines. Et si on commençait à faire des choses que ne peuvent pas faire les machines, c'est-à-dire une intelligence créative, une intelligence qui est capable de tenir ensemble les contraires, de faire des synthèses, une intelligence intuitive, aucune machine n'aura jamais une intuition, c'est totalement impossible. Elle peut analyser beaucoup de données, mais elle n'aura jamais une intuition. Une machine ne créera jamais. Elle peut appliquer des programmes et elle peut apprendre à développer elle-même des programmes, ça c'est possible. Mais c'est encore sur la base d'une programmation. Vous savez qu'en vous écoutant, peut-être que certains comme M. Jacques Attali ou Klaus Schwab seraient peut-être pas d'accord sur la théorie que vous développez
et je ne sais pas si on peut parler de théorie, mais j'ai pu lire alors, l'un des deux protagonistes, ou les deux, mentionner que maintenant, de toute façon, l'être humain n'est plus un secret pour personne. On sait que les humeurs que vous avez, les émotions que vous avez, sont en lien avec des hormones sécrétées par des glandes endocrines et des neurorécepteurs qui font que, de toute façon, vous êtes programmable. Si vous êtes programmable en lien avec justement l'ingénierie sociale, avec les conditionnements, etc., l'homme est un animal robotique où on sait à l'avance quelles seraient les pulsions, on sait comment amener un groupe à tel endroit, comme un berger avec son troupeau. Donc on pourrait dire que dans ce sens-là, c'est ce que insinuaient ces deux hommes que je viens de mentionner, que l'homme est une sorte de robot et de machine en fait. Biologique certes, mais quelle serait la différence avec un robot ou une intelligence artificielle? Et je viendrai rajouter, suite à ça, cette idée que dans quelle mesure on pourrait dire qu'une intelligence artificielle aurait une conscience? Il y a Sophia, qui a été le robot acheté par les Émirats arabes unis, qui est le premier citoyen au monde, un robot qui obtient la nationalité saoudienne. J'en ris voilà. Et il y a un dialogue, les journalistes posent des questions. À quelle mesure, à quel moment peut-être pourrait-on penser qu'une intelligence artificielle, un robot, aurait conscience de lui-même? Serait une conscience à part entière? Question d'ordre philosophique, tout ça. Donc voilà, deux questions que je vous pose. Oui. Alors, pour la première question, il y a un biais de raisonnement évident dans le fait de dire on sait maintenant qu'il y a un lien entre des humeurs et les émotions, entre des connexions synaptiques et des pensées, etc. Et donc, l'être humain est programmable, ce qui suppose qu'il soit entièrement conditionné. Bien sûr qu'il y a un lien entre cet invisible qui est la pensée, par exemple, ou cet invisible qui est le sentiment, le ressenti, ou l'émotion, et le corps qui est visible. Bien sûr qu'il y a un lien, mais quel lien? On sait juste qu'il y a une corrélation. C'est la seule chose qu'on peut montrer. Maintenant, on a des instruments d'analyse extrêmement perfectionnés qui permettent de scanner le cerveau et de voir ses mouvements en temps réel. Donc, on voit bien quelles zones sont activées quand il y a telle chose. Effectivement, on voit qu'il y a une corrélation. Quand on regarde la télé, on voit qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe à l'intérieur du poste de télé, la connexion électronique et tout ça, et puis les émissions. Mais cette corrélation, on peut l'interpréter de plein de manières. Je peux interpréter la corrélation en disant il est évident que comme il y a des liens entre l'électronique qui se passe dans mon téléviseur et puis les émissions que je regarde, il est évident que le téléviseur fabrique les émissions. D'ailleurs, à partir du moment où on débranche le téléviseur, il n'y a plus d'émissions. Mais en réalité, on sait bien que le téléviseur ne fabrique pas ces émissions. Il les reçoit. Nous, c'est la même chose. La question se pose et aucun scientifique n'est capable de la trancher. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des corrélations entre guillemets, l'électronique du cerveau, c'est-à-dire toutes les connexions qu'il y a dans le cerveau, et puis ce qu'on émet, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles, nos actes, etc. Mais moi, je peux témoigner que j'ai la conviction, ma vie repose sur la conviction que je peux recevoir mes émissions, en quelque sorte, c'est-à-dire je peux recevoir mes pensées, je peux recevoir mes paroles. Ça s'appelle l'inspiration. Et l'inspiration, c'est une manière d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi. Donc, effectivement, à force de penser que l'être humain n'est qu'une machine, on est en train de transformer l'être humain en machine. Et on est en train de fabriquer un être humain à qui on demande simplement une intelligence calculante. Et on est en train de dresser l'être humain à devenir ça. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain est créateur, c'est-à-dire que la pensée crée. À partir du moment où on balance cette pensée, parce que, évidemment, derrière ça, les personnages que vous avez cités, il y a une ambition de contrôle général des populations. Quand on commence à lancer cette pensée, la pensée est créatrice. Ça peut être des prophéties autoréalisantes. On peut fabriquer un peuple de moutons en demandant aux gens simplement d'être de bons consommateurs et d'utiliser une intelligence purement calculante. Et ça peut marcher, mais ça ne veut pas dire que c'est ça l'être humain. Et justement, plus on sera nombreux à penser que l'être humain c'est autre chose et à mettre en valeur des aptitudes qui sont autres, et moins ces tentatives de contrôle n'auront prise sur l'humanité. Donc on vit un moment un petit peu décisif là, c'est-à-dire qu'il faut savoir si on a envie d'écouter un discours qui nous dit vous êtes qu'une machine, vous êtes qu'un robot,
et donc vous êtes programmable, ou si on a envie d'écouter un message qui nous dit vous êtes une créature divine, vous pouvez vous laisser totalement inspirer par une source transcendante à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, comme dit Jésus, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ouais, ça me fait penser à tous ces mouvements zététiques. Faut savoir qu'en France aujourd'hui, d'après un sondage, toujours pareil, c'est les calculs, c'est les chiffres, je ne sais pas, 60% des Français sont athées. Donc, on peut penser qu'il y a 60% de zombies en France. Il y a aussi des gens qui croient en Dieu qui sont des zombies. C'est vrai aussi, c'est vrai, tout à fait, qui sont conditionnés là aussi dans suivre à la lettre les 10 commandements. Mais inversement, il y a des athées qui sont inspirés. Tout à fait. Donc en fait, je ne sais pas si c'est très significatif. Exactement. Mais en tout cas, on pourrait penser que le fait déjà de se croire être mu par autre chose que juste des 1 et des 0, pourrait-on dire, déjà en tant que tel, ça relève peut-être pour certains de la psychiatrie. La croyance, le fait que l'homme se croit être potentiellement habité ou que Dieu irait à travers lui. Enfin, à l'heure actuelle, on est dans cette idée de se dire bon, finalement, c'est des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas un esprit. Enfin, c'est peut-être des malades, quoi. De croire encore à notre époque à Dieu, voilà. Oui, mais alors, pensez que celui qui ne pense pas comme moi est un malade, un fou et relève de la psychiatrie, ça s'appelle du totalitarisme. C'est ce qui se pratiquait en URSS. On enfermait les dissidents dans des hôpitaux psychiatriques et on avait la conviction sincère qu'ils avaient besoin de psychiatrie parce qu'il fallait qu'ils soient malades pour penser ce qu'ils pensent. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui pensent ça, mais est-ce qu'il faut leur accorder tant d'importance que ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, notre gouvernement Macron, qui est en train de nous dire si notre président actuel est réélu, il y aura avant tout des devoirs qui seront au-dessus des droits. Alors ça, c'est une autre question, mais effectivement, le point commun, il y a un point commun. Le point commun, c'est la pensée totalitaire. C'est-à-dire que dans un régime totalitaire, il y a des choses qui sont interdites, mais ce qui n'est pas interdit, ça ne veut pas dire que c'est permis. Et dans une démocratie, inversement, il y a des choses qui sont interdites et tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est ça le principe. Et du coup, on sait ce qui est interdit, on sait ce qui est permis. Dans un régime totalitaire, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on vit dans la terreur, parce qu'on peut avoir une milice ou la police qui débarque à toute heure de la nuit et qui nous arrête pour un chef d'accusation dont on ignore tout et on ne savait même pas qu'on a fait quelque chose d'interdit. Parce que, justement, ce qui détermine ce qui est permis et ce qui est interdit, c'est le pouvoir, c'est l'arbitraire du pouvoir. Donc quand on commence à nous dire il y a des droits et des devoirs, en fait ça fait fond sur effectivement une évolution de la société qu'on peut juger négative, à savoir que les êtres humains revendiquent de plus en plus de droits, l'individu revendique ses droits et il oublie ses devoirs, mais c'est un problème individuel, c'est un problème éthique. C'est pas aux politiques de dire maintenant il n'y a pas que des droits, mais il y a aussi des devoirs. Au-dessus. Parce que le problème, c'est qui fixe les devoirs. Moi, je veux bien considérer que j'ai des devoirs dans ma vie, c'est ce que je fais. Mais c'est moi qui les fixe. C'est pas quelqu'un qui va me dire tu dois ça. Ou alors c'est écrit dans la loi. Et dans ce cas, oui, effectivement, il y a un code de la route, je ne dois pas dépasser le code de la route. Si ça m'arrive, et ça m'arrive, s'il y a des gendarmes qui m'arrêtent et qui me collent une amende, je trouve ça normal. Parce qu'il y a une règle, elle est écrite, je savais à quoi je m'exposais, donc tout est clair, il n'y a aucun problème. Et je paye mon amende, et puis la prochaine fois, j'appuie un peu moins sur le champignon. Voilà. Là où par contre, si je suis sur la route, que je roule à 50 parce que c'est limité à 50 et quelqu'un vient me dire mais en réalité vous ne pouviez pas dépasser 30, mais ce n'était pas écrit, c'était votre devoir et vous auriez dû le savoir. Là, on est en plein totalitarisme, on est dans l'arbitraire du pouvoir. Donc ce qu'a dit Gabriel Attal, ça rejoint ce qu'on disait effectivement sur le sujet précédent, tout ça relève du totalitarisme en fait. Et il y a un totalitarisme rampant qui est en train de gagner effectivement, parce que tout ça, ça repose sur une chose, c'est qu'on a des élites qui ont été formatées pour penser qu'elles connaissaient le bien
de la population mondiale. Elles ont une vision mondialisée de ce que doit être l'humanité. Et elles considèrent que c'est bien, donc elles considèrent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont inférieurs et sont du côté du mal. On rejoint la dualité du bien et du mal dont on parlait. C'est des gens sincères, et le pire, c'est la sincérité. C'est-à-dire, quand on est persuadé d'être dans le bien, en réalité, on est dans une idéologie. Et les idéologies nous avaient laissés tranquilles depuis la moitié du XXe siècle. Enfin, sauf en URSS où ça a mis un peu plus de temps, parce qu'on a pu se rendre compte, puis en Chine aussi, il ne faut pas oublier la Chine, on a pu se rendre compte au XXe siècle du drame des idéologies. J'ai une idée de ce que doit être le monde et je veux l'imposer aux autres. Ben ça crée des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, il y a une idéologie qui revient, c'est-à-dire que l'idéologie nous a laissés tranquilles, mais dans le cerveau un petit peu fragile des élites actuelles, il y a une idéologie qui est en train de s'imposer. Effectivement, ça peut mener au totalitarisme. Et ça fait partie de Babylone. Et effectivement, et c'est là où je voulais faire une sorte de parallèle, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que quand Gabriel Attal dit les devoirs doivent être au-dessus des droits, moi j'entends justement un côté très en lien avec l'intelligence artificielle, qui est sur de l'arbitraire, enfin, qui repose sur rien de concret. Je veux dire, un ordinateur, on y met les programmes qu'on veut, et il ne fait qu'obéir à des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, on y met le sens qu'on veut, au final. Bien sûr. D'où le côté arbitraire dont vous êtes en train de parler. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens, on va vous programmer à faire des choses qui n'ont aucun sens, si ce n'est ceux, potentiellement, de servir une petite minorité de gens qui pensent être les bergers du troupeau, mais qui n'a aucun sens en lien avec la vie, avec un grand V. Enfin, c'est encore une fois dans la notion de marcher sur la tête, où tout est inversé. Et c'est ce qu'on voit à travers ces nouvelles que vous êtes en train de mettre en perspective, avec cette nouvelle intelligence artificielle. C'est flagrant, on fait en lien avec George W. Bush, mais on en vient encore une fois avec cette idée de caricature, c'est-à-dire que l'être humain, en voulant se conformer dans l'idée que tu vas être un robot, une intelligence, entre guillemets, artificielle, qui donc n'a plus de sens si ce n'est ce que je lui mets. Finalement, là, dans ce sens-là, on peut dire, bah ouais, les devoirs vont être au-dessus des droits, qui vont être arbitraires, qui vont reposer sur rien. Ça va être ni queue ni tête. Ça va être une caricature de lui-même. Ce n'est plus un être humain, et potentiellement donc une sorte de robot. C'est pour ça que je parlais de zombies tout à l'heure, mais ce qui reviendra au même, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais on peut traduire les devoirs seront au-dessus des droits par le pouvoir sera au-dessus du peuple. C'est exactement ça que ça veut dire, mais dans des termes où les gens peuvent reconnaître quelque chose, parce qu'effectivement, c'est vrai aussi que du point de vue civique, du point de vue de la société, nous souffrons du fait que l'individu ne se reconnaît plus de devoir. Mais encore une fois, c'est une question personnelle. Et quand c'est le gouvernement qui dit ça, ça veut dire le pouvoir sera au-dessus du peuple, et ça veut dire on n'est plus en démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et quand on commence à dire les devoirs seront au-dessus des droits, ça veut dire les gouvernants vont fixer les devoirs pour le peuple et ils vont dire aux gens ce qu'ils doivent considérer comme leurs devoirs. On l'a vu dernièrement pour la vaccination, par exemple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu l'imposer parce que s'ils avaient imposé la vaccination à tout le monde, ils prenaient des risques, parce que s'il s'avère, ce qui est très possible et ce qui commence à émerger, qu'il y a des effets secondaires très graves de ces vaccins et beaucoup plus étendus qu'on l'a dit, eh bien, si on l'impose aux gens, on peut effectivement risquer vraiment des procès, même des procès en crime contre l'humanité. On engage la responsabilité. Mais du coup, ils l'ont pas imposé par la loi, mais ils ont suggéré très fortement que c'était un devoir, c'est-à-dire qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres, etc. Il y a même le pape François qui a dit que se faire vacciner était un acte d'amour. Donc là, on est très loin dans l'injonction et dans le poids de l'injonction. Et en réalité, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas fixé dans la loi, mais on suggère aux gens, et non, on ne leur suggère pas, on leur dit, parce que Macron l'a dit, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas responsable, et si vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas des citoyens. Et ça, c'est effectivement une évolution vers le totalitarisme. Alors, pour répondre, est-ce que vous pouvez répondre à ma deuxième question? Est-ce que vous pensez que une intelligence artificielle pourrait être demain douée de conscience? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est absolument impossible. La conscience, justement, suppose autre chose, à mes yeux, qu'une intelligence calculante. Un ordinateur sera capable de faire des calculs ultra performants.
des milliards de fois plus performants qu'un être humain est capable de le faire. Et on peut aller très très loin et beaucoup plus loin. Peut-être que bientôt il y aura des ordinateurs quantiques qui permettront des calculs encore plus puissants. La recherche, ils ne sont pas encore vraiment au point, à ce que je sache, mais effectivement, la recherche est là. On peut augmenter les performances calculantes d'une machine, mais la conscience, c'est tout à fait autre chose. La conscience, ça suppose une prise de recul par rapport justement à l'intelligence calculante, par rapport au fait d'être en vie. On est en relation avec le monde quand on est en vie, mais quand on est conscient, on est en relation avec le fait qu'on est en relation. Et ça, on ne pourra jamais le programmer, ça. Et c'est impossible de le programmer parce que la conscience est une dimension spirituelle. L'être humain devient matérialiste et il croit qu'il va pouvoir fabriquer l'humain. Mais en réalité, il y a une impossibilité à ça. C'est que la conscience est une dimension spirituelle. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans l'expérience spirituelle, on prend conscience de la conscience et on prend conscience de quelque chose que l'être humain ne fabriquera jamais sous la forme d'une machine. Et ça, on en a c'est une évidence intérieure absolue. Mais c'est une expérience qui ne peut pas être partagée rationnellement. Et ça, en tant que philosophe, je sais très bien où s'arrête la rationalité. Et être rationnel, c'est savoir où s'arrête la rationalité. Et la rationalité s'arrête ici. C'est-à-dire que là, c'est une expérience que tout le monde peut faire, bien sûr. C'est l'expérience de soi. C'est l'expérience de soi comme conscience. Mais l'expérience de soi comme conscience montre de manière absolument indéniable qu'aucune machine ne peut être douée de conscience. Alors donc on en vient à parler de cet autre... alors oui tiens, j'ai mis un petit truc qu'il faut que je lise. Alors on va voir qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je dise. J'aimerais aussi faire partager... Ah oui, donc c'est une autre nouvelle, avant d'aborder Bébé éprouvante. Donc elle s'intitule cette nouvelle « Il n'y a pas de hasard ». Les deux amies d'enfance qui, sans nouvelles l'une de l'autre depuis plus de 10 ans, s'étaient retrouvées par le plus grand des hasards à un séminaire sur la magie des coïncidences, se virent au comble de l'émerveillement lorsqu'elles prirent conscience qu'elles avaient rencontré l'amour à quelques jours d'intervalle et que les hommes de leur vie portaient le même prénom. Mais au dessert, elles réalisèrent que les deux Ernesto étaient une même personne. C'est ça, c'est que la vie a beaucoup d'humour. À travers ces fameuses synchronicités ou coïncidences de la vie, on peut s'apercevoir de choses... Alors certes, on peut penser que ces deux femmes, amies d'enfance, en ayant découvert la vérité, sont tristes, ça fait mal. Mais en même temps, c'est de voir que ce genre de choses peut arriver. Bien sûr. En fait, un séminaire sur la magie des coïncidences, c'est des choses qui existent naturellement. Et c'est cette pensée qu'il y a dans les milieux spirituels qu'il n'y a pas de hasard. C'est une pensée qui a beaucoup d'intérêt naturellement. Et que, en réalité, on peut rentrer dans un monde où finalement les synchronicités sont avec moi, mes désirs sont servis par l'univers, etc., etc. En réalité, il y a une expression pour ça qui n'est pas particulièrement spirituelle, mais qui est très parlante, c'est l'expression prendre ses désirs pour des réalités. La spiritualité, c'est pas prendre ses désirs pour des réalités. La spiritualité, ça serait plutôt désirer vraiment la réalité, c'est-à-dire la véritable réalité. Et cette réalité est d'ordre spirituel. Mais prendre ses désirs pour des réalités, c'est juste un épiphénomène psychologique dont il s'agit de se libérer. Et bon, là, je mets en scène de personnages dans cette très brève nouvelle qui, effectivement, prennent leurs désirs pour des réalités et confondent la spiritualité avec le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Et dans ce cas-là, la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand j'entretiens une illusion, la réalité, c'est ce qui va me venir cogner mon illusion. C'est le choc. C'est-à-dire que dans nos vies, bien souvent, et je parle pour moi en premier lieu, parce que là encore, c'est une ombre que j'ai rencontrée d'abord en moi, eh bien, il y a des chocs du réel qui viennent te dire, en fait, c'est pas ce que tu désires. Tu désires pas projeter sur le monde tes envies, tes pulsions, en croyant que le monde va te servir. Tu désires beaucoup plus, tu désires infiniment mieux que ça. Et du coup, la déception quand j'ai pris mes désirs pour des réalités, ou quand j'ai voulu projeter mes désirs d'ego sur le monde, la déception vient me ramener à la vérité de mon désir. C'est-à-dire, en réalité, à l'infini de mon désir. Et
un infini qui fait qu'aucune chose finie ne va pouvoir combler mon désir. Là, ça va être chaud parce que regarde ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en train de rouler à 200 km et nous allons droit dans le mur. C'est-à-dire que le déni est tel à l'heure actuelle. Et bon, on peut effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, s'y mettre dans une certaine mesure, hein, mais c'est l'ensemble de l'humanité, le vaisseau Terre à l'heure actuelle, qui est dans un rejet de la réalité. Et le mur, il se dresse de plus en plus, et à un moment donné où il va nous tomber dessus dans cette histoire. Et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la guerre n'arrive pas parce que c'est Hitler, ça pourrait être n'importe qui. C'est qu'il y a des causalités, des effets qui remontent, et puis petit à petit, nous sommes chacun d'entre nous la petite pierre sur le mur, la petite goutte d'eau qui va venir remplir le vase, et quand ça déborde, ça déborde. Ce qui est incroyable de constater, c'est qu'en fait, personne n'a envie de voir que nous sommes sur le point de faire déborder le verre, ou de rentrer dans le mur. Mais c'est exactement, ce que vous dites est exactement ce que décrit en termes symboliques l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire qu'il y a Babylone, la grande prostituée, une société qui s'étend, c'est vraiment la description d'une société mondialisée, en fait, qui est faite dans l'évangile de Jean. Et cette société, Babylone, la grande prostituée, elle dit je ne suis point veuve et jamais je ne connaîtrai le deuil. C'est très intéressant, c'est de la symbolique, évidemment, il faut l'interpréter, mais je ne suis point veuve, en fait, c'est une femme, une figure de femme, qui s'oppose évidemment à la femme couronnée d'étoiles de l'Apocalypse. Il y a deux manières d'être féminin, en fait. La première manière, c'est d'être totalement réceptif au souffle divin, au divin, c'est-à-dire à Dieu qui veut descendre, s'incarner en ce monde. C'est à ça qu'est appelée l'humanité. La grande prostituée, la prostitution, qu'est-ce que c'est ? C'est utiliser le corps pour en avoir un bénéfice. Alors la sexualité, mais pas seulement. La prostitution, c'est un symbole plus vaste. Et la grande prostituée, c'est une civilisation qui est matérialiste, qui ne voit que le corps et qui utilise le corps pour en retirer le plus de bénéfices possible. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous utilisons notre corps pour que nous travaillons simplement pour de l'argent, par exemple. C'est de la prostitution. Je ne dis pas que tout le monde a le choix et qu'on peut penser qu'on n'a pas le choix de le faire. On peut le penser. Oui, tout à fait. Et c'est une pensée que je respecte énormément. Je considère qu'elle fait partie de l'illusion générale, mais je la respecte parce qu'il y a des gens qui effectivement subissent des contraintes économiques très fortes et ça demande à être respecté. Mais rien que ça, c'est déjà de la prostitution. Le transhumanisme, c'est utiliser le corps pour assouvir un fantasme d'immortalité. Ça, c'est de la haute prostitution. Parce qu'il y a un désir. Oui, il y a des niveaux dans la prostitution. Il y a des degrés. Et en fait, le transhumanisme, c'est vouloir utiliser le corps et la matière pour assouvir un fantasme d'immortalité, c'est-à-dire un désir d'infini. Et là, on est vraiment dans l'énergie satanique pure, c'est-à-dire c'est le désir infini de Dieu qui est totalement détourné en direction du monde matériel, qui en dernière analyse relève de l'illusion si on y projette notre désir. Et du coup, je ne suis point veuve, ça veut dire, c'est l'humanité qui dit, en réalité, je ne suis pas en manque de Dieu. Voilà ce que c'est. Veuve, ça veut dire j'ai perdu mon masculin, j'ai perdu le masculin divin, c'est la terre qui a perdu le ciel. Je ne suis point veuve, ça veut dire je me contente de la terre, je me coupe du ciel, j'oublie le ciel. Et jamais je ne connaîtrai le deuil. Et le Christ, dans l'évangile de Jean, ajoute, puisque tu as dit je ne suis point veuve et jamais je ne connaîtrai le deuil, alors tu vas connaître le manque, le deuil, la misère et la ruine de tout ce que tu as été. Et effectivement, malheureusement, collectivement, il semble que nous allions vers ça. C'est-à-dire que plus nous disons, ok, je suis en manque de rien, tous mes besoins doivent être comblés, je suis un bon consommateur, il me suffit de 2 clics sur Internet pour assouvir mes pulsions en temps réel, et je ne suis point veuve, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça nous conduit effectivement à la ruine. Forcément, parce que la réalité va nous rattraper. Nous prenons nos désirs pour des réalités, le réel, nous allons nous cogner dessus. C'est un mur, effectivement, nous allons nous cogner dessus. Mais à titre personnel, il y a moyen d'éviter ça. C'est-à-dire qu'intérieurement, il s'agit justement d'être plutôt du côté de la femme couronnée d'étoiles, qui s'est laissée féconder par le divin et qui porte l'enfant divin, plutôt que du côté de la grande prostituée.
Et du coup, il faut se souvenir que nous sommes en manque. Voilà la clé. Je me souviens que rien du monde ne pourra jamais combler mon manque infini de Dieu. Et en me souvenant du manque intérieur, je retrouve la vérité de mon désir et je m'ouvre au divin. Et à ce moment-là, le dialogue commence avec le divin. Et la vie change radicalement. Ce que vous venez de nous dire fait écho tout à fait à la suite, à savoir bébé éprouvante. Bon, alors là, chronique du dernier homme, c'est comme ça que vous avez nommé le sous-titre. C'est une allusion à Nietzsche. Ouais, je savais, oui, chronique du dernier homme. Moi, je n'ai pas lu Nietzsche, mais j'avais eu connaissance effectivement du chronique du dernier homme. Mais merci de me le rappeler pour le coup. Quoi qu'il en soit, alors comment aborder la chose ? Nous avons un couple dans un avenir très probable et qui... alors c'est très intéressant, ne serait-ce que par rapport à la fonction de cet homme et de cette femme. Alors la femme s'appelle Frédégonde et l'homme s'appelle Orpheus. Donc ils se rendent chez le maître de l'assistance médicale à la prédétermination infantile pour commander le bébé sur mesure, donc on est vraiment dans le meilleur des mondes, de ce que pourrait être leur enfant. Voilà. Alors chacun ont un nom particulier et une fonction particulière. Alors Frédégonde est l'une des 5 directrices européennes de la programmation au service de contrôle mental des populations réfractaires. Et elle gagne très très bien sa vie. Genre, elle est l'une des 5 directrices européennes, donc ils ont de l'argent. Orpheus gagne plus qu'elle. Que fait-il ? Il est créatif à Publiminal Advising, leader mondial dans le domaine de l'ISAC. Qu'est-ce que l'ISAC ? L'incitation subliminale à l'achat compulsif. Donc, la question se pose d'avoir ou pas un enfant. Et l'impulsion vient d'Orpheus, qui se rêve à vouloir avoir un enfant. Frédégonde est un peu sceptique parce que chez elle, c'est un enfant est chronophage. Donc, dans la commande qu'ils vont passer, il va y avoir ces fameux critères que, attention, on pourrait la qualifier, elle, de femme vraiment moderne, une self-woman qui a une proportion au masculin, yang, très, très fort, très dominant, au point qu'Orpheus, lui, vu que c'est un créatif de surcroît, est plutôt dans son féminin. D'où le fait de peut-être vouloir un enfant, voilà. Donc ils vont voir le responsable pour programmer l'enfant qu'ils souhaitent, en l'occurrence une fille. Donc ça fait écho totalement à la PMA. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rentre avec l'actualité que nous vivons. Alors plusieurs actualités que j'aimerais vous donner pour voir votre réaction et ce que vous avez voulu. Alors on rit beaucoup. C'est à la lecture de cette nouvelle, je crois que c'est la plus longue, je crois. Je dis ça, je suis pas sûr, mais oui, il y a beaucoup de sujets, de sous-tiroirs à cette idée de programmer un enfant. On est vraiment dans Bienvenue à Gattaca, si vous l'avez vu ce film. Et alors, je recadre un petit peu les idées par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, j'ai appris la semaine dernière qu'en fait, il y avait 2 enfants qui naissaient de mères porteuses en Ukraine, 2 enfants par semaine, qui étaient normalement alloués, entre guillemets, c'est terrible, à des parents français qui attendaient leur enfant. Alors, avec la guerre, ces enfants qui naissent, ces bébés qui naissent, sont apatrides, parce qu'ils n'ont pas de nom, ils n'existent pas officiellement, ils ne peuvent pas passer la frontière, c'est très 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 compliqué. On rappelle qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés. Donc pour des bébés, qu'est-ce que sont des bébés en période de guerre ? Voilà, on en est là. Donc ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle que j'aimerais vous donner, c'est celle de la Chine qui vient de finaliser la conception d'utérus artificiels
assisté par intelligence artificielle. Voilà, on y est, dans Matrix, comme dans Matrix. Donc, je veux dire, la nouvelle de Babylone est, j'allais dire, très d'actualité. Donc, qu'est-ce que vous avez souhaité glisser dans cette nouvelle que peut-être nous apprennent ces deux informations d'actualité? Déjà, ces informations d'actualité que évidemment j'ignorais quand j'ai écrit cette nouvelle montrent que c'est quand même très dangereux d'écrire des histoires d'anticipation aujourd'hui parce qu'on est très très vite rattrapé par la réalité. En même temps, c'est aussi intéressant parce que ça permet de réfléchir sur l'actualité. Tout va de plus en plus vite dans la Babylone moderne. Ouais. C'est-à-dire le rythme s'accélère d'une manière exponentielle. Et du coup, l'anticipation, ça devient de l'actualité à vitesse grand V. Mais ça permet de réfléchir dessus. Et la question que j'ai voulu poser, au fond, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire que c'est un couple qui va être confronté à la question de savoir s'ils aiment cet enfant. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui correspond entièrement à nos attentes? Voilà une des questions qui est posée par cette nouvelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détermine entièrement ce que va être un enfant, est-ce que l'amour est encore possible? On pourrait croire que plus quelqu'un correspond à ce que je désire qu'il soit, plus je vais l'aimer. C'est pas forcément ça. Voilà. C'est ça la question qui est ouverte. Une des questions qui est ouverte par cette nouvelle. Il y a le rapport à l'autre, bien sûr, dans cette nouvelle, mais il y a le rapport au corps aussi. Et les deux sont très liés. Je mets en scène un monde où la sexualité, telle que nous la connaissons encore, a disparu. Parce que il y a ce que j'appelle des érogeux senso-virtuels qui permettent... Le métaverse? Oui. Le métaverse, on n'en parlait pas encore quand j'ai écrit cette nouvelle. Mais dans le métaverse, bientôt, bien sûr, il y aura des pratiques sexuelles qui seront d'autant plus agréables qu'on peut enfiler des combinaisons ludosensorielles, comme je le dis, et qui permettent d'avoir des correspondances sexuelles un peu partout dans le monde. Et il n'y a pas de contact physique. C'est-à-dire que la sexualité telle qu'on la connaît dans ce monde-là est tombée en désuétude. Parce qu'on n'en a pas besoin pour faire les enfants, puisque à partir du moment... dans le monde que j'imagine, les événements sont déroulés ainsi. On a d'abord donné le droit aux parents qui recouraient à la procréation médicalement assistée de sélectionner des caractéristiques de leur enfant, d'abord d'éviter des maladies, d'éviter... puis rapidement, on va dans l'eugénisme, c'est-à-dire que où s'arrête? Où est la limite? À partir du moment où on dit tel enfant n'aura pas telle maladie, oui, en même temps, s'il est bête... Je préférerais qu'il ne soit pas bête. On peut le programmer pour qu'il soit intelligent. On peut le programmer pour aussi qu'il ait un certain comportement qui soit plus en ligne avec les attentes de la société et puis particulièrement les attentes des parents. Et puis à partir de là, ceux qui ont évidemment recours à la procréation médicalement assistée, ils ont un avantage sur ceux qui recourt à la bonne vieille méthode d'antan, qui est livrée complètement au hasard. Avec les risques, oui, bien entendu. Avec tous les risques que ça implique. Et du coup, la sexualité finit par tomber en désuétude, d'autant plus que le plaisir sexuel est beaucoup plus grand quand on recourt à des machines. Et du coup, on ne fait plus l'amour dans cette société-là. Et c'est la question du rapport au corps, le rapport à l'autre et le rapport au corps, c'est des questions qui sont de plus en plus cruciales aujourd'hui, parce que on vit dans un monde, le corps et l'autre, voilà, c'est la réalité. Le corps avec ses humeurs, ses humeurs dans tous les sens du terme, avec aussi la possibilité de tomber malade, avec le fait qu'il nous échappe, avec le fait que le corps nous rappelle sans cesse qu'on n'est pas tout puissant, ce que veut supprimer le transhumanisme, qui est un fantasme de toute puissance. Et c'est aussi le rapport à l'autre, parce que l'autre et le corps ont les mêmes effets. Par rapport à ma volonté, l'autre, c'est celui qui ne va pas forcément se plier à mes volontés et correspondre à mes attentes. C'est-à-dire que là où ma volonté est limitée, là je peux commencer à aimer. Voilà le thème, un des thèmes de cette nouvelle. C'est-à-dire que si tout correspond à ma volonté, si je rentre dans mon fantasme de toute puissance, l'amour devient absolument impossible. Donc le transhumanisme fantasme un monde où on ne meurt plus, un monde où l'être humain est devenu tout puissant. C'est un monde, alors déjà c'est un monde où on ne peut plus naître, parce que si on ne meurt plus et qu'on continue de naître, la surpopulation qui nous menace déjà est atteinte en une génération.
Donc c'est un monde où les générations ne se renouvellent plus, et c'est un monde surtout où l'amour est absolument impossible. Donc c'est un monde fantasmé par des gens qui ont d'ores et déjà complètement oublié ce que c'était que l'amour. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que dès le moment où demain, sous prétexte que il y a des hommes qui n'arrivent pas potentiellement, ou qui ont une qualité du sperme qui est moindre, qui donc n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou notamment des couples homosexuels qui veulent un enfant, et de pouvoir aller en Ukraine pour avoir ces enfants, de demander, puisque aujourd'hui le génome humain il est connu, donc on arrive aujourd'hui à détecter que telle maladie c'est tel gène et tel gène, donc on pourrait potentiellement, vous venez de le dire, l'eugénisme, hein, modifier les gamètes pour qu'on obtienne tel résultat, sous, on va dire, prétexte que, ben voilà, vous êtes un couple homosexuel, vous avez un enfant, c'est pas un problème. Vous êtes un homme ou une femme qui avait des problèmes parce que trop d'œstrogène ou progestérone ou autre, c'est pas un problème. On va pouvoir modifier ça, avoir un enfant, etc. Et puis, de l'autre côté, avoir des couples qui sont à l'ancienne, on aurait potentiellement donc deux humanités qui sont là, présents en France ou à l'étranger, mais on va rester dans le cadre de la France, et on en vient encore une fois dans cette notion d'apartheid. Apartheid qui était déjà arrivé avec le vaccin, entre vaccinés et non vaccinés. On voit que certains sont ostracisés, sont mis au banc de la société, et ce qui est intéressant, c'est que cela nous est vendu comme étant une amélioration de la société. Il s'agit de la Startup Nation. Nous ne sommes pas des Amish. Il faut continuer à aller en avant, parce que si nous ne le faisons pas, d'autres pays vont le faire, vont être en avance, vont gagner de l'argent, etc. Et puis, si vous ne faites pas votre enfant assisté par intelligence artificielle, votre enfant, il sera quoi? Est-ce qu'il sera intelligent? Est-ce qu'il pourra réussir ses études? Voilà, c'est comme dans Bienvenue à Gattaca, on y revient. Donc, ça sera, on va dire, potentiellement une civilisation où le fait qu'il y ait des parents qui ne font pas encore appel à ce genre de technologie seront une minorité, parce que tout le monde demain voudra avoir un enfant qui sera le plus intelligent, le plus beau, qui passera à la télévision, qui sera l'influenceuse de demain, ou que sais-je encore. Donc c'est ça aussi, ce côté pervers. Oui, mais en même temps, tout le monde va le vouloir, mais tout le monde ne le pourra pas. Parce que déjà, passer à la télé, tout le monde ne peut pas le faire. Et puis ça coûte de l'argent. Ça coûte cher. C'est d'ailleurs aussi bien du côté de la naissance, la manipulation de la naissance, que je mets en scène dans cette nouvelle, que du côté du transhumanisme dans la nouvelle précédente dont nous avons parlé, c'est-à-dire manipuler la mort. Nécessairement, ça va faire apparaître une élite. Et une apartheid entre une petite élite et le reste du peuple. Parce que tout le monde ne peut pas être immortel. Comme je l'ai dit, si tout le monde est immortel, les générations se renouvellent pas. On ne peut pas vouloir ça. Donc, seuls certains pourront prétendre à l'immortalité. Bon, entre parenthèses, dans la nouvelle intelligence artificielle, je montre que personnellement, ça ne me fait pas peur parce que j'y crois pas du tout. Je ne crois pas à la possibilité pour l'homme de se rendre immortel. C'est un fantasme et ça n'arrivera pas. Ça, c'est vraiment ma vision. Hein. On n'est pas obligé de la partager, bien sûr. Les transhumanistes ne la partagent pas. Mais c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de crainte. Mais si on étudie le fantasme lui-même, c'est très intéressant. Parce que tout le monde ne peut pas devenir immortel, donc seule une petite élite pourra l'être. Et donc, ce sont des gens qui, effectivement, fantasment le fait qu'il y ait deux espèces humaines. Il y a l'homme augmenté, et puis il y a l'homo sapiens de base que nous sommes, et qui ne veulent plus être. Et du coup, évidemment, l'homme augmenté, il sera très supérieur à l'homo sapiens de base. Et du coup, ça veut dire qu'il y a deux espèces humaines, je dis bien deux espèces humaines, qui vont cohabiter, l'une dominant évidemment l'autre. Et pour la naissance, ça sera la même chose. Bien sûr, l'espèce dominante, elle voudra manipuler la naissance de telle sorte qu'elle elle fera les plus beaux bébés, elle fabriquera une élite. C'est une élite qui se reproduira par voie génétique. Mais quand je dis ça, je suis en train d'imaginer, je suis en train d'analyser le fantasme de ces gens.
Je suis pas en train de dire demain c'est ce qui va se passer parce que j'y crois pas une seule seconde. Ouais. Je ne crois pas que ce projet soit réalisable. Mais ce projet, par contre, en dit long sur les élites mondiales actuelles. Ça en dit long sur leur mentalité, c'est-à-dire que nous sommes, vous le disiez tout à l'heure, exactement dans un monde inversé, un monde à l'envers, où sur le plan humain, eh bien, ceux qui sont le plus haut au niveau du pouvoir sont ceux qui incarnent le moins le principe qui, pour moi, est le principe d'humanité, c'est-à-dire un principe spirituel. On est dans une hiérarchie inversée aujourd'hui. Et c'est normal, hein, les orientaux nous disent on est à la fin du Kali Yuga, bah, c'est ce qui était prévu. Du point de vue christique, et ça se rejoint très bien, on est dans des temps apocalyptiques, et c'est ce qui était prévu. Donc c'est normal, il n'y a pas à juger ces gens. Hein, peut-être qu'on peut très bien imaginer, c'est encore de l'imaginaire, hein, ce n'est pas des croyances, hein, mais on peut très bien imaginer que si on croit à la réincarnation, par exemple, bah, c'est les derniers arrivés. Donc nous-mêmes, peut-être qu'on a été les derniers arrivés dans la fin du cycle précédent et qu'on a copieusement merdé et puis qu'on a appris depuis. On va juger personne. L'humanité est une. Voilà le grand enseignement christique. Il y a à juger personne parce qu'on retombe dans le bien et le mal. Mais il y a à faire des constats et des analyses intelligentes si possible. Et possible, ouais. Comme dit Didier Raoult, on a le droit d'être intelligent. Et on a le droit d'avoir des bouffées délirantes aussi. Et il est important de les montrer. Oui, absolument. Mais il est important d'en avoir conscience. Et oui, tout le monde peut délirer, moi le premier, et c'est important d'avoir conscience de cette possibilité-là. Mais il faut faire des analyses, c'est-à-dire analyser ce fantasme des élites actuelles, c'est vraiment très très éclairant, parce que en réalité, le monde de leurs rêves, c'est pour des gens un peu lucides le pire cauchemar possible. Alors, toujours pareil, cette nouvelle, elle est formidable. Enfin, on rit jaune, quoi, mais en même temps, ils sont tellement risibles. En plus, ils sont de bonne volonté, j'allais dire, mais ils sont tellement dans le déni d'eux-mêmes qu'ils ne voient pas leur bêtise, j'allais dire. Et ce qui est marrant, c'est que leur bêtise les amène à avoir des postes à responsabilité dans le monde, quoi. Ils font partie de l'élite. Et à un moment donné, ils ont cet enfant, mais il se passe certaines péripéties parce que l'enfant ne répond pas malgré toute la programmation à leurs attentes. Et il y a la question. Alors, j'aimerais, c'est pas évident. On va dire qu'ils vont être amenés à s'en séparer et il va y avoir peut-être la question de par rapport à la vie, parce que là c'est très dur. Hein, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est le fait d'un bébé comme étant un produit. On est aujourd'hui, à notre époque, dans cette idée effectivement d'avoir des mères porteuses en Ukraine ou peut-être demain d'avoir des utérus artificiels qui vont donner la vie. Ok. On est vraiment dans cette idée aujourd'hui, voilà, on peut avorter à 9 mois. Donc, il y a vraiment dans cette notion d'avoir un enfant objet, un enfant produit, où la vie n'a pas de valeur plus que ça vaut ce que ça vaut, à savoir de l'argent. Pas grand-chose. Qu'on peut mettre à la poubelle si on veut. Et quand bien même ce dernier serait né. On s'offusque d'enfants qui meurent dans des orphelinats ou en Ukraine ou autre, voire en Éthiopie, en Syrie, au Yémen, enfin bref, qu'importe. Là, on s'offusque pas trop. Mais la vie au sens large de ce qu'elle représente devrait nous interpeller sur le point que si aujourd'hui nous acceptons qu'un enfant peut mourir à l'âge de 9 mois intra-utérin, pourquoi s'offusquerait-on qu'un enfant meure à l'âge de 2 ans ? Enfin, soyons logiques et poussons le bouchon un peu plus loin, c'est là où je veux en venir. Et dans ce sens-là, de voir que dans la nouvelle, ce couple se sépare de l'enfant et au final vient cette question fondamentale, c'est toi vis-à-vis de moi, mon amour, c'est finalement pourquoi est-ce que j'ai accepté d'avoir cet enfant avec toi ? Façon de parler, puisque finalement on l'a programmé. C'est cette question sous-jacente. Finalement, toi, ma moitié, tu es quoi pour moi ? Tu représentes quoi pour moi ?
Oui, dans cette nouvelle, il y a la relation entre Frédégonde et Orpheus, et là en filigrane. C'est un enjeu majeur, mais caché. C'est-à-dire que la narration porte sur leur rapport à cet enfant, mais derrière, il y a effectivement quelle est la nature d'un amour qui, de la part de deux êtres qui ont décidé, et puis qui ont décidé aussi de masquer cette décision, qu'il n'y aurait pas d'altérité dans leur vie, que tout serait contrôlé, que même le plaisir sexuel est entièrement contrôlé, tout est dans leur tête. Toute la réalité est une projection de ce qui se passe dans leur tête. Et puis, l'enfant paraît, et l'enfant ne peut pas être une projection de ce qui se passe dans leur tête. Donc, du même coup, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est une question que je pose aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'amour conjugal entre deux êtres, l'amour amoureux entre deux êtres, qui ont refusé d'emblée qu'il y aurait de l'altérité dans leur vie. Et en réalité, on le voit, c'est un amour qui a une composante fusionnelle. J'ai pas voulu que les montrer en état de séparation. En réalité, ils sont en état de séparation, mais sur l'apparence d'un amour fusionnel ou d'un amour purement transactionnel. C'est-à-dire, la relation est une transaction. On fait une affaire. Dans la marchandisation générale du monde, auquel les corps, les enfants ne doivent pas échapper, eh bien, on ne vit plus des relations, on vit des transactions. C'est-à-dire, tu me donnes ce que j'attends, et tu ne réveilles pas mes démons intérieurs. En échange, je te donne ce que tu attends, je suis ce que tu attends, et puis je ne réveille pas non plus tes démons intérieurs. Fin de cette première partie. Je vous rappelle avec nous Denis Marquet pour dernière nouvelle de Babylone. Profitez-en parce que c'est les dernières. Hein. Il n'y en aura peut-être pas d'autres au lien de ce que nous vivons actuellement. C'est aux éditions Aluna de la maison d'édition de Jean-Pierre Chometon que je salue au passage. Voilà, donc fin de première partie. Nous nous retrouvons donc dans la deuxième partie. Nous allons aborder d'autres thématiques de ce que nous envoie comme nouvelle Babylone, notamment avec, alors complotiste, pas complotiste. Ça sera une question super intéressante à travers cette petite nouvelle qui s'intitule « La dernière de Norbert ». Et il y en aura d'autres sujets que nous aborderons, mais ça sera la surprise, donc je vous dis tout de suite dans la deuxième partie.